Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Nous sommes très heureux d'ouvrir la deuxième édition de Digital Habitat, les journées connectées de l'immobilier social. Une édition 100% en ligne, mais aussi 100% engagée au service de toutes celles et ceux qui travaillent à loger les personnes fragiles dans les meilleures conditions. Digital Habitat est organisé par 32 partenaires privés, des startups et des sociétés innovantes tournées vers le logement social et dont les produits et les services s'adressent aux gestionnaires et aux créateurs de logements. Ces 32 partenaires ont un double objectif: valoriser les innovations digitales déployées par les bailleurs sociaux pour transformer leur métier, leurs services, leurs réponses aux besoins des territoires et contribuer à la réflexion du secteur sur les opportunités qu'offre le digital. Cet événement se tient en 2 journées. Demain, jeudi 1er avril, les 32 partenaires vous proposeront pas moins de 60 petites conférences courtes d'une demi-heure, 60 occasions de découvrir ou de mieux connaître ce que chacun peut vous apporter et qui peut vous être réellement utile dans vos métiers. Ces conférences seront également disponibles en rediffusion. Et puis aujourd'hui, mercredi 31 mars, c'est une journée d'échange et de réflexion autour des nouvelles pratiques numériques pour faire le point sur la façon dont la digitalisation de vos métiers influe sur votre entreprise, vos équipes, vos clients locataires, vos partenaires institutionnels. 5 tables rondes thématiques sont au programme sur la construction et la maîtrise d'ouvrage, sur la valorisation du patrimoine, sur la relation client et sur la performance de gestion. Des tables rondes au cours desquelles s'exprimeront des dirigeants de bailleurs sociaux et de constructeurs. Je précise que ces tables rondes sont produites en direct d'un plateau à Paris de plus de 100 mètres carrés où se trouve seulement un nombre très limité de personnes, avec la gestion des circulations, le respect des gestes barrières, des plexiglas entre les intervenants, plusieurs intervenants à distance. Nous respectons scrupuleusement le protocole sanitaire. Et pour débuter, voici notre première table ronde d'ouverture que nous avons intitulée « Digital, simple transformation des métiers ou mutation de la mission des bailleurs sociaux ». Je vous présente rapidement nos intervenants. À distance se trouve Madame Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Avec nous se trouve Karine Julien, présidente du comité exécutif de Polylogie. À distance, depuis son bureau à Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne. Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat, qui est avec nous. Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, qui se trouve à distance. Et François Desgardins, secrétaire général de Nexity Solutions Entreprises, qui est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous rejoindra à la fin de cette table ronde David Mérigonde, senior directeur chez Michael Page. Il écoute nos débats et il nous fera une petite conclusion à la fin de cette première conférence. On va commencer avec vous, Anne-Sophie Grave. On va voir si, avec vous, le digital induit un changement de la mission des opérateurs du logement social, ou est-ce que c'est simplement une évolution des moyens de faire, des modes de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Écoutez, moi je pense effectivement le digital, non, ne change pas nos missions d'opérateurs de logements sociaux, mais par contre c'est plutôt, ça nous permet de mieux servir, je pense, ces missions. Et puis c'est aussi, me semble-t-il, une réelle évolution en fait dans les modes de faire, que ce soit de la conception des logements à l'exploitation ou la maintenance des bâtiments, mais aussi au service client. Et j'ajouterais aussi au mode de travail, et la crise actuelle est un accélérateur de cette transformation des modes de travail. Alors, et je dirais aussi que le numérique repose sur une évolution très forte de la culture pour nos organismes. Pourquoi? Parce que le numérique, effectivement, c'est une démarche qui part des usages, des attentes des clients et qu'on construit en fait des solutions avec les clients. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients sont, je dirais, de plus en plus exigeants. Ils ont complètement intégré la culture de l'immédiateté, enfin propre au e-commerce, où voilà, on peut suivre son colis, on sait à quoi il en est, et ils attendent de nous, je dirais, un peu la même chose, notamment sur le traitement de leurs demandes. Donc il s'agit bien en fait de décrypter ces usages et, comme je l'ai évoqué, de co-construire. Et co-construire, c'est différent d'une enquête client. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'enquêtes clients, mais co-construire, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on associe effectivement les clients à la conception de services. Je vais prendre l'exemple de nos extranets clients. Dans nos extranets, on voit bien, il y a eu la première génération d'extranets. On l'a imaginé pour nos clients. Et la deuxième génération d'extranets, enfin, on est en train tous de refondre nos extranets. On voit bien que là, eh bien, on le co-construit avec nos clients, on associe nos clients à la démarche et on appréhende beaucoup mieux en fait qu'est-ce qu'ils attendent comme service de cette relation client dématérialisée.
Et on voit notamment qu'ils attendent une information de proximité très, très importante. Et ça induit aussi, je reviens sur effectivement les évolutions de culture, parce que quand un locataire attend de l'information de proximité, finalement, c'est le gardien qui lui donne habituellement cette information de proximité. Donc, prenons par exemple s'il y a un ascenseur en panne, eh bien, effectivement, c'est intéressant que le gardien puisse immédiatement donner une information aussi sur l'extranet client, même si traditionnellement il met ses affichettes. Mais pour qu'il fasse ça, si vous voulez, ça veut dire que l'ensemble de la hiérarchie, de l'encadrement, accepte de ne pas valider ce que le gardien mettra en ligne. Donc, c'est une réelle évolution de culture, puisque ça veut dire, voilà, on préfère avoir une information accessible très rapidement, c'est vraiment le time to market, plutôt que d'avoir quelque chose d'absolument parfait, mais qui arrivera, je dirais, hors délai dans l'information de nos locataires. Non, Madame on a Grave, aussi un Madame Grave, Pardon. peut-être avant de rentrer dans ce genre de détails, est-ce que plus largement, vous pouvez nous donner, vous, votre vision de l'évolution du métier de bailleur social demain, et peut-être à l'aune du digital, hein, toujours en pensant à ces nouveaux outils? Oui, mais si vous voulez, effectivement, c'est, je dirais, le digital, pour nous, ça ouvre un champ des possibles. Mais c'est vrai que, enfin, j'ai quand même illustré mon propos avec des exemples, parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est de voir comment, effectivement, ça peut transformer nos métiers. Donc, ce champ des possibles, je vais prendre l'exemple des bourses d'échange, par exemple, entre locataires. Comment mieux rapprocher, comment donner une meilleure satisfaction, si vous voulez, aux mutations, aux demandes de mutation des locataires, qui est un sujet très, très important. Et parfois, on a quand même du mal à rapprocher offre et demande. On voit bien que quand les bourses d'échange, c'est des plateformes qui permettent, je dirais, aux locataires de trouver, de constituer des binômes et de trouver entre eux des solutions. Donc voilà, ça, c'est une évolution, je dirais, importante dans cette ouverture du champ des possibles. On le trouve aussi sur la commercialisation des logements, mais surtout en zone détendue. De la même façon, je dirais, ce sont des outils qui permettent bien mieux de rapprocher offre et demande. Donc, c'est ce que je disais en introduction. Pour moi, c'est comment on sert mieux nos missions grâce au champ des possibles ouvert par le numérique. Même chose, je vais prendre, là je parlais des services aux clients, je peux prendre tout le champ de la maintenance ou de l'exploitation de nos bâtiments. On peut y prendre aussi un exemple, parce que si vous voulez, c'est quand même les exemples qui montrent comment ça transforme nos métiers. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure du traitement de la demande client, qui est quand même un sujet majeur pour nous et un sujet notamment sur le traitement de la demande technique. Aujourd'hui, on travaille à des plateformes, la mise en œuvre de plateformes en fait d'exploitation des données de nos fournisseurs, comment on suit en fait l'intervention de nos prestataires sur les sites. Et effectivement, dans le monde idéal, le rêve de tout bailleur, mais aussi de tout locataire, c'est comment on connectera demain ces plateformes où on suit les interventions de nos prestataires avec les extranets clients. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, le client il va suivre sa demande, à quoi on en est, le fournisseur, le prestataire, est-ce qu'il est intervenu, combien de fois on a des rendez-vous qui sont donnés et qui ne sont pas honorés. Euh, le jour où on arrivera effectivement à connecter, et on y travaille, hein, aujourd'hui, c'est pas pour dans 5 ans, hein, c'est des réalités d'aujourd'hui. On travaille effectivement à ces plateformes qui permettent de déverser, gérer les données de nos prestataires et après de les connecter en fait aux outils de la relation client. Mais effectivement, si je viens sur les changements que ça induit, c'était le sens de votre question, ça induit aussi des changements au niveau de l'ensemble de l'écosystème avec lequel nous travaillons. Parce qu'effectivement, pour mettre en place ce type de plateforme, ça suppose que l'ensemble des prestataires acceptent de déverser leurs données dans la plateforme du bailleur. Or, hier, qu'est-ce qui se passait? C'était le prestataire qui, en fait, pilotait sa propre plateforme, et nos gardiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentrent sur X plateforme, leur demande un problème d'ascenseur, un problème de chauffagiste, etc. Demain, c'est un outil unique mis à disposition des gardiens et connecté à un outil de relation client. Donc, on voit bien, si vous voulez, encore une fois, ça ne change rien à nos métiers, hein. C'est simplement comment on renforce la satisfaction client, comment on répond plus rapidement aux besoins clients grâce, effectivement, comme je l'ai dit, à ce champ des possibles ouvert par le numérique. Et là aussi, je dirais, le rêve de tout technicien d'agence, c'est de se dire, voilà, plutôt que de faire du curatif, si je peux, alors on fait déjà beaucoup de maintenance préventive, et si demain on peut faire de la maintenance prédictive, je dirais, ça sera encore mieux. Enfin, le rêve d'un technicien d'agence, effectivement, c'est qu'on puisse prédire la panne
intervenir en amont. Et là aussi, je dirais, c'est du gagnant-gagnant, bailleur, locataire. On pourrait poursuivre sur la stratégie des bâtiments connectés, mais je vais peut-être voilà, laisser après le débat s'ouvrir. J'ai évoqué dans mon propos introductif aussi la conception des logements. On voit bien que voilà, le BIM, la maquette numérique, permet là aussi pour nos équipes qui sont les chefs de projet en maîtrise d'ouvrage d'arriver à mieux en fait valider les propositions qui leur sont faites par les maîtrises d'œuvre. Et donc là, dans un objectif aussi d'optimisation de la conception et des coûts. Et en fait, je voudrais terminer peut-être mon propos sur... alors, tout ça supposerait beaucoup de développement, mais comme il y a les 48 heures pour effectivement, je pense, développer tous ces sujets, je vais être brève. Mais je voulais aussi terminer mon propos sur les modes de travail, puisqu'effectivement, vous avez évoqué voilà, comment ça transforme aussi, nos métiers. Alors, bien sûr, ça facilite le travail des équipes. Et comme je l'ai dit, avec la crise sanitaire, on l'a bien vu, hein, le télétravail, le travail nomade, mais ça suppose de dématérialiser nos processus. Hein, donc, en interne, c'est aussi des transformations très importantes. Mais je dirais au-delà de ça, pour moi, le numérique, c'est pas que des outils, quoi. Et au niveau des modes de travail, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça induit aussi des modes de travail beaucoup plus collaboratifs. On associe davantage, comme on associe nos clients, nos collaborateurs à l'élaboration de solutions. Je vais prendre toujours cet exemple de la plateforme d'exploitation des données de nos prestataires. Aujourd'hui, si vous voulez, enfin hier, on va dire hier, on aurait conçu l'outil mis à disposition des gardiens, je dirais par des ingénieurs ou des techniciens au siège, hein, qui se seraient imaginés, voilà ce dont le gardien a besoin pour bien suivre ses équipements. Aujourd'hui, on ne fait pas du tout comme ça. On fait des gros travail avec les gardiens et on se dit, voilà, quand vous contrôlez vos équipements, vous avez besoin de quoi très concrètement. Et donc là, on est sur du design thinking et le gardien, effectivement, on dit, voilà, moi, finalement, j'ai besoin de choses assez simples. Et on part, en fait, du gardien et puis après, on remonte à son responsable, etc. Tout le monde ayant la même information, mais finalement, sous des modalités et qui sont beaucoup mieux appropriées par les collaborateurs. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, la transformation numérique au niveau aussi de nos fonctionnements, je pense que ce qui est très important, c'est que finalement, ça redonne le pouvoir à l'utilisateur, si on peut dire, et donc ça repose sur la confiance, la bienveillance de la part aussi des managers, de l'encadrement. Et puis, ça veut dire qu'il faut expérimenter, et expérimenter, ça veut dire aussi qu'il faut accepter le droit à l'erreur. Donc, ce sont des évolutions de culture, je dirais, quand même très, très significatives. Et pour vous revenir à votre première question, non, ça ne change pas nos missions. Ça les renforce et ça nous permet, à mon sens, de mieux les servir. Merci Madame Grave. Juste quelques mots encore. ACDC Habitat, on comprend que ce que vous nous dites nécessite d'emmener un certain nombre de monde, et même plutôt beaucoup de monde. Évidemment les locataires, les partenaires, les prestataires, tous les collaborateurs, du gardien, des techniciens, les managers, toute l'équipe dans cette nouvelle direction. Est-ce qu'à ACDC Habitat, vous avez lancé ces chantiers, cette transformation? Où est-ce que vous en êtes? Oui, alors on a lancé effectivement ces différents chantiers. J'ai évoqué effectivement alors non, d'ailleurs, je n'ai pas évoqué, mais c'était les bâtiments connectés. Donc aujourd'hui, voilà, on travaille à la stratégie, comment on veut mettre en place ces bâtiments connectés. Mais là aussi, justement, que ce ne soit pas une approche gadget, mais bien une approche qui nous permette de mieux, à la fois pour le locataire, de mieux piloter son logement, ses consommations énergétiques, et pour nous, les techniciens, de mieux piloter les bâtiments. Donc voilà comment on met en place cette stratégie après avoir identifié les attentes clients et les attentes de nos utilisateurs techniciens. Donc stratégie bâtiment connecté, accélération sur le BIM. Je n'ai pas beaucoup parlé du BIM, mais voilà, aujourd'hui on veut accélérer sur le BIM, que ça soit en conception ou que ça soit en exploitation. Ce qui suppose d'avoir numérisé l'ensemble du patrimoine. Et là, on est plutôt, je dirais, très bien avancé. Et puis, il y a ce sujet que j'ai beaucoup évoqué là, de la plateforme de services numériques ou d'exploitation des données fournisseurs, qui est effectivement un de nos chantiers également en cours, sans oublier effectivement, alors après, c'est plutôt des expérimentations sur, je dirais, ce que j'ai appelé le champ des possibles et le développement de nouveaux services aux clients.
Très bien. Merci beaucoup, Madame Anne-Sophie Grave. Je sais que vous nous devez nous quitter dans quelques minutes. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de faire ce petit propos introductif ce matin, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes venus et qui vont nourrir en réalité la totalité des conférences de cette journée. Merci beaucoup. Parlons maintenant des attentes des territoires. Cédric Van Stevendel, je vous ai présenté tout à l'heure comme maire de Villeurbanne. Vous êtes aussi président de Est Métropole Habitat, que vous avez dirigé pendant une dizaine d'années. Mais là, c'est bien comme maire que je vous questionne. Qu'est-ce que vous attendez des bailleurs sociaux en tant que maire à l'aune de la transformation digitale? D'abord, Stéphane Carole, si vous me permettez un petit détour, je fais partie de ces maires qui ont été affublés il y a quelques semaines d'un chapeau noir et d'une barbe blanche. On nous traitait d'amiches et donc je suis un peu vigilant sur ces questions de transformation digitale. Moi, je crois que la transformation digitale pour les territoires, elle doit être au service finalement d'autres transitions. Et on peut les mettre en tout cas au nombre de trois. D'abord, une transition bien sûr écologique, et Anne-Sophie Grave l'a dit, sur les enjeux de construction, de maintenance, de monitoring des bâtiments. Je crois que ce sont des évolutions qui sont très, très significatives et importantes pour le monde du logement social. Et il est évident que les territoires, dans ces enjeux de rénovation énergétique du parc de logement social, qui est pas le plus énergivore de France. Je crois qu'il y a souvent des fausses idées sur le fait que ce serait un réservoir à passoires énergétiques. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Le parc le plus énergivore, c'est le parc privé. Les bailleurs sociaux se sont engagés très, très en amont dans ces évolutions. Donc, transition écologique. Je crois que la transition digitale, elle doit être aussi au service d'une transition qu'on pourrait qualifier de sociale. Alors, par sociale, j'entends finalement une forme d'amélioration de l'accès à un logement de qualité, de l'accès à une qualité de service qui soit optimum. Et là, c'est vrai que le digital permet un certain nombre de choses. Alors, avec toujours cette inquiétude que le digital mettrait à distance, et c'est pour ça que moi, j'aimais bien parler, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai dirigé un organisme pendant quelques années, j'aimais bien parler de proximité augmentée. Vous savez, on parle de réalité augmentée, et moi je trouve que le digital, ça doit être au service de la proximité augmentée, c'est-à-dire à la fois un contact humain qui est complètement irremplaçable, en tout cas moi il me semble, dans le métier de bailleur social, que de penser qu'on va pouvoir tout digitaliser, même si j'y reviendrai avec la question des chatbots, et puis d'un certain nombre d'outils liés au blockchain ou à l'automatisation d'un certain nombre de réponses. Je crois qu'on a besoin de l'humain, et que la force de notre secteur d'activité, ça a été toujours de conserver cette présence humaine sur les territoires, y compris les plus difficiles. Et donc, le digital va venir là-dessus amener un certain nombre de services sur le suivi de la réclamation, sur la possibilité du suivi aussi des questions d'attribution. Je suis d'un territoire qui a été assez en amont sur les questions de location active, ce qui permet de mettre en ligne l'offre de logement disponible pour que les demandeurs de logement puissent se positionner. Tout ça, finalement, ça améliore la perception du service qui est rendu par les bailleurs sociaux. Et pour nous, élus des territoires, il est extrêmement important que le parc social ne soit pas un lieu de relégation, à la fois dans sa localisation, dans la qualité de son habitat, mais aussi dans le service qui est rendu. Et j'ai pu faire partie de ceux qui, à un moment, ont un peu alerté notre secteur sur le fait qu'ils avaient pris ce virage numérique un peu tardivement. Alors, je le fais sans aucun sens polémique, mais je trouve qu'on a un peu tardé à s'engager là-dessus. On est en train de rattraper le retard et j'en suis heureux, mais c'est sûr que pour nous, c'est une commande forte côté élu que les bailleurs sociaux s'engagent d'une manière très importante dans cette direction, au risque de créer un décalage entre un certain nombre de services publics aujourd'hui et puis celui qu'on rend. Et puis le dernier, c'est celui de la question de la transition démocratique et de comment est-ce qu'on peut s'exprimer. Alors plutôt que de vous faire un long discours, je peux juste vous faire un petit témoignage. La semaine dernière, on faisait une concertation. Alors c'est difficile de faire des concertations aujourd'hui, mais sur une ligne de tram à Villeurbanne, un peu sensible sur le choix à faire. Et on se retrouve un soir avec 400 personnes connectées sur Zoom. Eh bien, écoutez, figurez-vous que moi, j'en ai fait pas mal des réunions de concertation. Pour la première fois, j'ai vu des gens qu'on ne voyait pas en réunion publique. Et donc, je trouve que ça doit aussi nous interroger sur l'articulation entre à la fois le présentiel, mais qui sont finalement dans des formes très convenues et dans lesquelles chacun ou chacune d'entre nous se sent pas toujours légitime à prendre la parole, etc. Et là, on a vu des gens qu'on ne voyait pas. Et puis surtout, ils avaient laissé ouvert le chat. Alors, il y avait un modérateur, mais qui était assez souple quand même. Et moi, ça m'a donné l'impression, je ne sais pas si vous voyez cette image, mais d'avoir comme si on avait devant nous 400 personnes avec des bulles de bande dessinée au-dessus de la tête qui disaient vraiment ce qu'ils pensaient.
Eh bien, je vous assure que dans ces dispositifs de concertation, c'est extrêmement précieux parce qu'on sent beaucoup plus la température de l'opinion publique, des usagers par rapport à ce qu'ils attendent d'un certain nombre de projets. Voilà. Donc pour moi, le digital et cette transition numérique dans laquelle les bailleurs sociaux s'engagent, se sont engagés, c'est une attente forte de la part des collectivités, mais c'est une attente au service de différentes transitions. Et c'est en ce sens que moi, j'ai fait partie de ceux qui alertaient un peu sur la question de la 5G. Je ne voudrais pas que les questions de progrès numérique prennent le pas sur la question des progrès sociaux. Et on a vraiment besoin de se rappeler toujours le sens à l'œuvre dans les transitions qu'on est en train de mettre en place. Voilà comme première réaction, si vous voulez, à la question que vous me posiez sur les attentes des territoires. On attend que les bailleurs sociaux se remettent toujours au cœur le sens de ce qui est à l'œuvre, mais Anne-Sophie Grave l'a très bien dit dans la manière dont CDC Habitat engage les choses, donc je trouve que c'est assez illustrant l'articulation entre ce que peuvent attendre les territoires et ce que les bailleurs sociaux sont en train de faire. Merci Cédric Van Stevendel. Votre position est très intéressante et elle est même assez, je ne sais pas si elle est unique, mais en tout cas elle est assez rare pour être soulignée. Vous avez dirigé Est Métropole Habitat pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans le fauteuil du maire de Villeurbanne. Est-ce que c'est le loup dans la bergerie? Est-ce que c'est le mouton dans la meute de loups? Est-ce que votre regard maintenant est influencé par vos 10 ans d'expérience? Bien sûr, mais je crois que chacune et chacun a un parcours et chacune des expériences vient influencer la manière de voir les choses. Et moi, enfin, je ne sais pas si c'est l'objet aujourd'hui, mais je dois beaucoup au mouvement HLM dans la sensibilité qui est la mienne aujourd'hui en tant que maire d'une grande ville de France, parce que je crois que d'avoir passé 10 ans au contact des locataires, du territoire, de nos équipes de salariés qui sont engagés aux côtés des habitants, ça forge un certain nombre de convictions et je crois que, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est une expérience extrêmement utile et qui me permet, y compris, d'aborder un certain nombre de dossiers sur la question de la qualité du service qu'on rend à tous les habitantes et habitants en tant que maire avec nos services publics d'une manière, je sais pas, je trouve que, en tout cas, ça m'a forgé, moi, une forme de compréhension, d'appréhension, presque d'empathie, je dirais, avec un certain nombre d'habitantes et d'habitants. Et je trouve que c'est très utile au quotidien pour un élu. Et je revendique assez fièrement le fait de ne pas avoir fait carrière dans la politique et de pouvoir passer d'un endroit à un autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer aux endroits où il y a des leviers de changement possibles. Je trouve que la fonction de maire en est un, comme l'était celle de bailleur social. En tout cas, moi, je me suis toujours positionné comme cela, en disant là où on est, il faut faire changer les choses. Je le fais aujourd'hui, j'essaye en tout cas, même si les conditions sont un peu plus difficiles que par le passé à cause de la crise sanitaire. Mais en tout cas, c'est ce qui me motive aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, maintenant que vous êtes maire et que vous avez des relations avec les bailleurs sociaux, vous savez ce que vous pouvez leur demander, vous savez quels sont leurs leviers, vous savez peut-être jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, vous êtes informé maintenant. Et c'est un atout. Disons qu'ils hésitent avant de me raconter des histoires. Voilà. Mais ça se fait dans une grande bienveillance. Et moi, j'ai confiance dans ces acteurs. Voilà. En plus, on est sur un territoire, la métropole de Lyon, où il y a quand même une habitude de fonctionnement et de partenariat entre les collectivités et les bailleurs sociaux qui est très ancienne. Donc, il n'y a pas tant ce climat de défiance qu'on peut trouver sur d'autres territoires. C'est une chance, certainement, que nous avons. Après, je ne vous cache pas que il y avait un certain nombre de changements que j'essayais de mettre en place quand j'étais directeur général d'organisme avec mes collègues qui rencontraient quelques résistances. Je parle notamment de la question de la location active ou de la gestion en flux des attributions et qu'en tant qu'élu, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi pour faire avancer ces dossiers. Donc, je ne sais pas si c'est le loup dans la bergerie, mais en tout cas, disons qu'on est chacun à notre place pour faire avancer la qualité de service et l'évolution des pratiques du monde du logement social parce que je crois qu'il en a toujours besoin. Dernière question, vous êtes aussi donc président, vous avez gardé la présidence de Est Métropole Habitat après en avoir été le directeur, pour parler de Est Métropole Habitat et du digital, des premières solutions et des premières évolutions et des premières révolutions dont on parle. Quelles en sont les traductions opérationnelles pour EMH? Comment ça se passe pour cet opérateur? D'abord, on a commencé par révolutionner la relation à nos locataires. Et donc, on a commencé par le physique avant d'aller vers les transitions digitales, notamment en mettant en place
quelque chose qui a extrêmement bien marché, qui était la grande conversation, tous les collaborateurs de MH qui vont à la rencontre des habitants dans leur domicile. Et puis ensuite, ça nous a permis d'incrémenter cette stratégie d'amélioration de la qualité de service avec du numérique et effectivement en développement des solutions avec un certain nombre de briques. Alors, je ne sais pas si on a le droit de citer des acteurs et je ne sais même pas s'ils sont partenaires de cette organisation, mais c'est vrai qu'on a fait un gros boulot avec Novamap sur des outils de digitalisation de la proximité, de la qualité de service rendue. Et je voudrais vraiment insister sur les propos d'Anne-Sophie Graff sur la nécessité que ces outils soient co-élaborés avec les personnels, en fait, parce que c'est la seule manière pour que ça fonctionne. Et nous, on l'a vu sur notamment les responsables d'immeubles qui ont été équipés de tablettes assez tôt pour suivre les réclamations, etc. Ça a été très important. Et puis, ils ont formulé un certain nombre de demandes. Par exemple, je me rappelle très bien que le truc qu'ils ont le plus apprécié quand on a mis en place les tablettes, c'est qu'il y avait un synoptique d'occupation des bâtiments. Et ils nous ont dit, vous ne vous rendez pas compte pour nous le temps qu'on va gagner pour les recherches de fuite que de savoir qui habite au-dessus de qui. Voilà, ça semble des détails finalement presque un peu insignifiants. Mais voilà, et tant que le numérique n'est pas présenté aux équipes comme quelque chose qui va faciliter la vie dans une forme presque de symétrie des attentions, c'est-à-dire l'exigence qu'on leur demande d'avoir dans la qualité de service rendu aux locataires, il faut que les organisations l'aient dans la qualité de vie au travail. Et donc, il faut absolument que ces outils, dans leurs ergonomies, dans les services, dans leur évolution possible, prennent en compte la question des utilisateurs. Et ça, dans la conduite du changement en matière de transition numérique, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que nous, on a aussi choisi une forme de rythme presque lent, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, mais pour favoriser l'appropriation et pour éviter les effets de... On est très content de sortir notre application S Métropole Habitat, puis ensuite personne ne s'en sert. Bien sûr, on a donné à des gaz de transition numérique, mais en fait, il n'y a pas forcément une utilité, donc on a été vigilant à cela. Voilà. Mais du coup, maintenant, la culture est installée et on va assez loin. Il me semble que Maud Larzilière doit intervenir dans les tables rondes dans les 2 jours qui viennent pour parler de blockchain et puis comment est-ce qu'on a développé des chatbots sur les questions de supplément de loyer solidarité, sur les questions de premier niveau de réponse et d'intervention. Voilà. Et tout ça se construit lentement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention à ce que les bailleurs ne soient pas en retard sur ces sujets, parce que ce sont des sujets de temps long dans lesquels il y a une très, très grande réactivité liée à l'évolution technologique, mais qui sont sur des temps de conduite du changement qui sont extrêmement importants au regard des personnels qu'on a et puis au regard aussi de nos politiques ressources humaines qui font qu'on essaye de garder tout le monde dans la barque, qu'on n'ait pas des boîtes qui faisons en sorte de se séparer de celles et ceux qui seraient les plus éloignés de ces technologies, etc. Et donc, on a besoin de temps pour faire évoluer nos structures. Donc, il y a ces 2 aspects à devoir gérer. Très bien, merci Cédric Van Stevendel. Un petit clin d'œil qui n'a rien à voir, mais ça fait toujours plaisir. Le ministère de la Culture a labellisé hier la ville de Villeurbanne comme capitale France Culture 2022. Et c'est une très bonne nouvelle. Et félicitations à vous et à vos équipes qui ont porté cette candidature. Vous voyez, ça, je l'avais commencé en tant que bailleur social en mettant énormément de culture dans nos politiques de rénovation urbaine pour accompagner le changement. Donc, je suis très content. Il y a une forme de continuité dont je me réjouis. Merci beaucoup. Karine Julien, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, avant de rentrer dans le sujet, nous présenter le groupe Polylogie que vous représentez ici ? Donc, le groupe Polylogie est un groupe qui détient 80 000 logements sur le territoire et qui en gère 145 000. À peu près les 2/3 sont en Île-de-France. Alors pourquoi 145 000 ? C'est qu'on a à peu près 65 000 logements qu'on gère pour compte de tiers. C'est-à-dire qu'on a un cabinet d'administration de biens dans le groupe qui nous a rejoints depuis l'année dernière. Donc l'objectif, en fait, c'était de faire une vraie synergie avec les métiers historiques du groupe et notamment le logement social dans le cadre de la vente HLM. Donc, au niveau des grandes activités, le métier historique du groupe, c'est logement social, puisque c'est un groupe qui a été créé dans les années 60 par Eugène Colus-Petit, qui avait aussi créé la Sonacotra. Donc, c'est un groupe qui est très ancien, avec un ADN très fort au niveau du logement social et du social en particulier. Donc, on a du logement famille et on a aussi beaucoup de résidences, aussi bien les jeunes actifs, les étudiants, les chercheurs, et puis aussi les personnes âgées et les handicapés. Voilà. Et on gère aussi beaucoup de résidences en sortie d'hébergement d'urgence. Donc ça, c'est la première grosse activité. Et la deuxième, c'est l'accession sociale et l'accession à la propriété, nous avons 4 structures qui font de l'accession donc sociale via le PSL en particulier et de l'accession privée en Normandie et en Île-de-France. Et donc le groupe a aujourd'hui 1500 collaborateurs sur tout le territoire.
Très bien, ça nous dimensionne un petit peu Polylogie. Comment est-ce que chez Polylogie, le numérique, le digital est un moyen de répondre aux besoins des collectivités et quels sont là-dessus vos grands actes de réflexion ? Alors en fait, on a commencé une réflexion en 2018, quand il y a eu la grande réforme au niveau du logement social avec la RLS. On s'est dit que là, il fallait vraiment qu'on travaille pour pouvoir transformer le groupe, donc pour pouvoir répondre aux évolutions de l'environnement, et notamment le digital, mais aussi aux évolutions propres au métier et au bailleur social. Donc on avait un grand projet collectif, collaboratif, ça c'était extrêmement important. Et pour ce grand projet, en fait, on était parti sur 3 grands thèmes. Un qui était optimiser l'existant pour pouvoir effectivement améliorer notre autofinancement, puisqu'on allait avoir 8% qui allait être ponctionné par l'État pour le RLS. Tout ce qui était l'innovation et la transformation. Et donc, dans les grands sujets de l'innovation, de la transformation, on retrouve forcément le digital, mais aussi dans l'optimisation. Puisque, par exemple, pour pouvoir baisser la vacance, aujourd'hui, nous, on a 0,3% de vacances commerciales, ce qui est vraiment pas grand-chose. Ça veut dire que derrière, il va falloir travailler sur nos process et aussi sur nos outils. Alors, ensuite, on a essayé de s'organiser en fonction de nos 3 grands clients. Nos 3 grands clients, c'est les clients internes, les particuliers et les collectivités. Et pour travailler avec les collectivités, quand on fait des développements auprès des collectivités et qu'on est gestionnaire, une des premières questions qu'on nous pose quand on arrive, c'est toutes les problématiques qu'on rencontre sur la gestion de nos immeubles, parce que comme tout le monde, comme tout bailleur, il y a des fuites d'eau, il y a des problèmes pour sortir de temps en temps les poubelles, il y a des ascenseurs qui tombent en panne, je veux dire, ça arrive tout le temps, partout. Et ce qui est le pire pour un maire, c'est de ne pas avoir l'information et de se retrouver face à son administré qui n'est pas content et qui n'a pas de réponse à apporter. Donc on a vraiment essayé de travailler sur des outils pour pouvoir, nous, avoir une information la plus rapide possible et pouvoir communiquer le plus rapidement possible ces informations au maire et à ses équipes pour qu'ils puissent répondre à ces problématiques. Donc une des premières sur lesquelles on a travaillé, ça a commencé en 2018, c'est avec Sowell. Sowell, on a travaillé avec lui sur effectivement toutes les demandes techniques, puisque c'était une des premières informations extrêmement importantes. Et ce qui est important, et effectivement je rejoins ce qui a été dit sur le côté collaboratif, c'est qu'on a voulu commencer à travailler avec cet outil avec ceux qui allaient l'utiliser pour être sûr qu'ils allaient l'utiliser. Et donc on a pris un grand parc de 2000 logements, les gardiens, le personnel d'entretien, le responsable habitat, et on leur a donné pendant plusieurs semaines l'outil Sowell pour se tester, pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, au bout de quelques semaines, j'ai le responsable et les gardiens qui m'ont dit surtout ne me l'enlevez pas. Donc ça voulait vraiment dire que cet outil, via les téléphones portables, c'était une vraie réponse pour les collaborateurs et nous, ça allait pouvoir nous aider à apporter une réponse aux collectivités. Donc ça, c'était extrêmement important. Donc ça, c'était un des premiers exemples, par exemple. Et puis il y en a un deuxième, c'est sur le côté, effectivement, les grands projets. Quand on fait aujourd'hui des grandes réunions avec les locataires, depuis mars 2020, on est vraiment coincé pour pouvoir faire des réunions. Et donc, on a commencé à mettre en place des réunions en petits groupes avec les amicales et ensuite des réunions en digital avec les locataires pour pouvoir effectivement partager au maximum. Quand je parle des grands projets, c'est quand on fait des grandes rénovations, des grandes réhabilitations. Et effectivement, là, c'est important d'avoir les locataires, les retours des locataires. Et donc ça, c'est un vrai outil aussi pour les collectivités. Et je suis très contente de l'avoir entendu par Monsieur le maire il y a quelques secondes, parce que ces notions de collaboration avec le locataire, c'est extrêmement important et pour le bailleur, et pour notre partenaire qui est le maire et la collectivité. Donc là, on est par exemple sur la gestion, mais on a aussi d'autres réflexions sur le développement. Et là, on est plutôt sur des outils pour travailler sur le foncier et voir justement quelle aide on peut apporter au maire pour lui proposer des projets qui correspondent vraiment à son besoin. Parce que en fonction des villes, on n'a pas les mêmes problématiques. Il y en a où ça manque de logement social, il y en a où il y a un peu trop, il y en a où il n'y a pas assez de mixité sociale, il y en a, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec la collectivité, avec le maire, sur la base vraiment de foncier. Il y a des outils maintenant qui vraiment travaillent ça très bien pour pouvoir travailler avec lui sur ce foncier, pouvoir apporter des réponses globales. Très bien. Je ne sais pas si Cédric Van Stevendel est encore avec nous, je ne suis pas sûr.
Non, il nous a quittés, mais c'est normal, il devait partir. Je voulais avoir son avis, mais vous pouvez peut-être me le donner, vous, parce que vous avez des retours de maires avec qui vous travaillez. Ils sont preneurs, ils sont contents, ils sont heureux de ces méthodes, de ces processus? Alors, sur le côté retour rapide des problématiques, on va dire techniques, oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réponse à apporter à un administré. Et effectivement, sur la partie concertation, oui, parce que justement, ça permet d'éviter ensuite des incompréhensions. Encore plus aujourd'hui, je pense que la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le digital, c'est extrêmement important, c'est un outil. Mais la communication, c'est extrêmement important parce que sans cette communication, et donc le côté humain est extrêmement important, sans cette communication, ça génère souvent beaucoup d'incompréhension, alors qu'avec une communication adaptée, finalement, on arrive à résoudre beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Merci. Stéphane Dauphin, vous êtes directeur général de Paris Habitat. Comme pour Karine Julien, est-ce que vous pouvez, même si vous êtes quand même faites partie des poids importants du secteur, nous redonner un petit lot de chiffres sur Paris Habitat pour repréciser un petit peu cette structure, et puis nous dire quelle place vous donnez au digital dans votre stratégie d'entreprise. Évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, Paris Habitat, c'est le bailleur, l'Office public de l'habitat historique de la ville de Paris. C'est 125 000 logements, c'est un Parisien sur 9 d'hébergés, mais aussi c'est une présence notamment grâce à nos 2 filiales, mais pas seulement. Aussi, Paris Habitat possède des logements en dehors de Paris. On est présent sur une petite 50aine de communes, sur les 4 départements de la métropole. Donc on a un groupe qui est aussi ancré dans son territoire et ancré dans le quotidien des Parisiens, avec parmi nos spécificités le fait d'exercer nos compétences sur un territoire extrêmement tendu en matière de demande de logement social, et donc ce qui complexifie aussi les attentes qui sont placées en nous au quotidien. Mais c'est aussi un territoire extrêmement dense, c'est un territoire qui, de fait de cette densité, des problèmes qui sont propres à Paris, à l'agglomération parisienne, est d'engager dans des démarches de résilience très fortes sur la transition énergétique notamment. Et Paris Habitat, c'est aussi une structure qui investit fortement, qui investit à la fois, et c'est aussi son histoire très fortement dans l'humain, dans la présence sur nos territoires. Paris Habitat, c'est 1100 gardiens, donc c'est une présence très forte, et on le verra comment, à travers cette présence humaine, on réfléchit à ces évolutions-là. C'est un investisseur aussi de poids, mais qui voit aussi son modèle se transformer, parce qu'aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers la réhabilitation, parce que le foncier est plus rare à Paris, parce que la question de la densité, elle est aujourd'hui prégnante, et puis qu'on voit que nationalement et aussi dans la région, la construction neuve chute aujourd'hui de manière drastique. Nous, on s'est engagé sur des très vastes projets de réhabilitation de notre parc, à la fois classiquement dans des opérations de renouvellement urbain via l'ANRU, mais aussi très fortement dans notre parc. On a probablement le parc le plus ancien de France pour un bailleur social, plus de 70 ans de moyenne d'âge, donc des besoins très forts de réinvestissement. Mais derrière ça, il y a effectivement la façon dont on associe nos locataires, et comment le digital peut nous aider ou pas dans cette relation qui est aussi très humaine, mais aussi dans la façon dont on approche la question des attributions, des relogements et des travaux, et toute la partie technique, et réintervenir très fortement sur des bâtiments qui ont souvent des très forts enjeux patrimoniaux. C'est compliqué. Donc voilà un peu ce qui fait notre quotidien, avec la vision, mais je crois aujourd'hui partagée par beaucoup d'opérateurs, d'être aussi des opérateurs globaux, à la fois par la force des choses, parce que les territoires attendent beaucoup de nous. Les locataires également sont très exigeants, et aujourd'hui, le métier de bailleur social n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a quelques dizaines d'années, et on est de plus en plus investi dans la vie quotidienne de nos locataires. Alors comment le digital peut se mettre ou pas moi je pense qu'avant de ces projets-là, moi je pense qu'avant tout le digital, il doit être au service du projet d'entreprise et pas l'inverse. C'est pas le digital qui fait le projet d'entreprise, comme on peut le voir dans certains secteurs. Aujourd'hui, on a un projet à l'horizon 2030 à Paris Habitat qui a été adopté en début d'année. Alors, il révolutionne rien dans le milieu, mais il réaffirme quand même un certain nombre de fondamentaux. Et puis,
vers là où on va dans 10 ans, avec toutes les transformations, à la fois les attentes sociétales, mais aussi les transformations bâtimentaires, la transition écologique. Et à travers cette question-là, à travers ce projet-là, aujourd'hui, le plus gros levier qu'on a identifié, c'est par rapport à là où on en est aujourd'hui à Paris Habitat, c'est la digitalisation de la relation client, parce qu'on l'a dit, et il y a quand même une communauté, et c'est plutôt rassurant, hein, d'esprit et en même temps on se croise sur tous nos territoires. Il y a une communauté d'esprit, d'intérêt, de vision qui est quand même commune à l'ensemble des bailleurs, malgré quelques spécificités qui sont liées à notre histoire, à nos territoires d'intervention, à notre gouvernance. Et en tout cas, la digitalisation de la relation client, aujourd'hui, on sait qu'elle est indispensable, parce que les niveaux de demande de réactivité, de transparence, d'information sont à des niveaux auxquels ils n'ont jamais été, mais aussi parce que nos locataires, contrairement à ce qu'on pouvait raconter il y a quelques années, ils sont de plus en plus connectés, même si ça pose d'autres questions, même si on a des locataires qui vieillissent, même si on a des locataires qui ont des difficultés avec la maîtrise de la langue. Malgré tout, on a de plus en plus de locataires qui sont demandeurs de pouvoir avoir une fluidité dans la relation. Et donc le digital nous permet d'aller faire un pas vers plus facilement. Et l'exigence est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, le locataire qui prend, par exemple, son rendez-vous chez Doctolib comme il veut de son portable, il veut aussi pouvoir prendre un rendez-vous avec un collaborateur sans attendre qu'on le rappelle, sans être promené entre différents interlocuteurs. C'est aussi la même logique quand il consulte son compte en banque. Il veut aussi savoir instantanément où en est son quitancement, où en sont ses charges, est-ce qu'il a du retard dans le paiement de son loyer, évidemment. Et il y a des questions beaucoup plus complexes également, où là, l'humain a encore toute sa place. Parmi les problèmes prégnants qu'on a, et notamment en zone tendue, c'est évidemment la question de l'attribution de logement, de la demande de mutation. Et là, vous pouvez traiter, grâce au big data ou le blockchain, les délais d'attente moyens pour obtenir un logement. Évidemment, rien ne remplacera aussi un contact, un accompagnement, un conseil pour mieux répondre à sa demande, un conseil pour voir quels sont les secteurs géographiques les plus appropriés. C'est intéressant parce que vous mettez au cœur, on voit bien l'humain, vous l'avez prononcé au moins 10 fois dans votre propos, et il faut trouver l'articulation entre la digitalisation et l'humain, la digitalisation au service du projet d'entreprise, au service de l'humain aussi, du locataire. Comment est-ce qu'on trouve cette articulation? J'ai des questions qui m'arrivent, et d'ailleurs je vous engage, à vous qui nous regardez, à nous en poser, hein. Il n'y a pas de souci, on les prend, mais j'ai des questions qui arrivent en disant on a des locataires qui ne savent pas lire et écrire, comment on fait si on digitalise tout, et voilà. On ne peut effectivement pas tout digitaliser. Moi, et d'ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire qu'on connaît, il y a un paradoxe qui est fort, mais je crois qu'il est riche d'enseignements. C'est qu'aujourd'hui, de ce qu'on voit, c'est que la génération, les plus jeunes, la génération qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui est une génération qui n'a jamais été autant connectée, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle exprime? C'est qu'elle a besoin de relations humaines, elle a besoin d'humains. Donc, en fait, on est tous confrontés à ce paradoxe de la digitalisation, mais aussi de l'humain. Et qu'est-ce qu'on voit dans nos résidences? On a besoin de créer du lien, on a besoin, et on le voit quand on livre des bâtiments, quand on livre des résidences, on est très présent, on est là pour essayer de faire et parce que c'est fondamental que le démarrage de la vie collective dans une opération soit réussi, d'être présent, de créer des communs. Alors ça passe aussi par des demandes très fortes qui sont de plus en plus exprimées, notamment pour sortir de l'isolement, pour sortir des individualités, d'avoir aussi des lieux où on peut se rencontrer, des lieux où on peut échanger. Et aujourd'hui, on a tous des projets de jardins partagés, des terrasses partagées, à Paris, on peut aussi régulièrement mettre à disposition de nos associations de locataires des locaux, mais aussi d'associations qui font d'autres travaux, qui sont liés, qui ont d'autres enjeux, mais qui sont liés à la vie du quartier. Et donc, évidemment, c'est à nous de trouver ce bon équilibre. Mais les outils, et ça a été évoqué par Anne-Sophie Grave notamment, on met aussi des outils en place comme nos bourses d'échange de logements avec des milliers de locataires qui sont inscrits sur un travail collaboratif entre bailleurs. L'enjeu aussi derrière ces outils numériques, c'est de pouvoir rendre le locataire acteur de son parcours. Et évidemment,
au-delà de ça, mais ça fait partie de nos complexités. Finalement, aujourd'hui, on a beaucoup de points d'entrée. On a la loge du gardien, on a l'agence, on a le mail, on a l'appli. Alors l'appli, on en a parlé, on est beaucoup à avoir mis en œuvre des applis il y a 6-7 ans, dont on voit aujourd'hui qu'elles sont dépassées par rapport aux attentes. On pourra en reparler, on a les réseaux sociaux également. Ça n'a pas été évoqué, mais finalement, la digitalisation, elle est vue du côté de l'entreprise, mais elle est vue aussi du côté des outils dont dispose le locataire. Et aujourd'hui, il faut aussi, nous, s'adapter à tous ces canaux d'entrée qui ne sont pas toujours très rationnels, mais qui, en tout cas, nous poussent vraiment à réfléchir à cette digitalisation de la relation client. En gros, j'ai une fuite, le canal habituel ne fonctionne pas, je vais sur Twitter et j'interpelle Paris Habitat. Et bien ça arrive, et ça n'arrivait pas il y a 5 ans, évidemment. Et donc, il faut s'adapter à ça. Et donc, il faut s'adapter. Et comment le gestionnaire de nos sites faire monter l'information proximité et comment on reboucle. Effectivement, c'est probablement c'est un atout d'offrir autant de canaux d'entrée, mais c'est aussi une très grande complexité à gérer par nos équipes, avec d'ailleurs évidemment des enjeux de lisibilité, du qui fait quoi, du comment on répond. Merci. François Degardin, un petit mot pour nous présenter votre groupe dans ce périmètre du logement social, Nexity Solutions Entreprises, dont vous êtes le secrétaire général. Alors merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nexity, en fait, c'est une plateforme de services. Notre position, effectivement, c'est d'accompagner tous les acteurs de l'immobilier et ceux de la phase de programmation fonctionnelle, puisqu'on intervient en aménagement territorial, et ce jusqu'à la gestion et l'exploitation de biens immobiliers. On gère aujourd'hui 900 000 mandats et on a aussi construit plus de 20 000 logements neufs l'année dernière. Donc, en fait, cette diversité de métiers, c'est un peu ce qu'on appelle la plateforme. Et j'ai envie de dire qu'autour de tous ces métiers-là, ce qui nous rassemble sans doute nous, les collaboratrices et les collaborateurs de Nexity, c'est un peu notre raison d'être, c'est celle qu'on pousse devant maintenant depuis quelques semaines, qui est le vivre ensemble. Et là, je me retrouve bien entouré, parce que je pense que tous les gens qui sont présents ce matin partagent cette même passion, qui est finalement comment on va mieux vivre ensemble aujourd'hui, demain, après-demain, et finalement comment on va mettre au service de l'humain, on en a beaucoup parlé ce matin, un certain nombre d'outils et de méthodes de travail pour mieux vivre ensemble. Alors le digital dans tout ça est censé nous y aider. Le sujet, je pense, qui n'est pas évident pour nous tous, c'est qu'on voit bien qu'il y a une accélération constante de la transformation, une accélération et une modification des usages en fonction de notre âge et de notre appétence pour les outils digitaux. On les utilise de manière différente. Et pour les décideurs que nous sommes les uns les autres, finalement, comment avoir une vision éclairée de cette transformation. Beaucoup d'entre nous, qu'on ait des actionnaires ou tout simplement qu'on utilise de l'argent public, on a ce sujet aussi de comment dépenser justement, comment on va investir au bon endroit. Il y a un foisonnement qui est tout à fait positif dans cet univers digital de gens qui essayent de nous apporter des solutions, mais en même temps, on a aussi cette conscience que ces solutions ont une obsolescence, comme nos bâtiments ont eux aussi une obsolescence. Et finalement, ce qui n'est pas évident pour nous tous, c'est de faire les bons choix. Alors, j'ai envie de dire qu'à court terme, il y a quand même deux sujets, me semble-t-il, qui sont absolument prégnants. Dans la construction, dans ce qu'on fait aujourd'hui pour les opérateurs bailleurs et de manière générale pour tous nos clients, il y a la connectivité du bâtiment. Plus personne ne se voit habiter dans un logement qui n'aurait pas des conditions de connexion qui soient de qualité. Donc ça, c'est un vrai enjeu avec les opérateurs télécoms, avec l'ARCEP, etc., qui est toujours d'avoir cette connectivité présente et puis d'aller en rénovation, là où ce n'est pas le cas, apporter des solutions de connectivité. Et puis, et je pense que c'est vraiment le plus important, mais ça a beaucoup été cité, moi je suis un fan du digital, j'ai porté beaucoup de grands projets, y compris pour l'État français, de mise en place de systèmes d'information, mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que le digital n'est pas le bon moyen de se débarrasser de ces problèmes. Et donc, on l'a beaucoup dit, l'humain restera au cœur, donc finalement la question de fond, c'est comment le digital va augmenter nos collaborateurs, nos collaboratrices, comment le digital va augmenter le gardien d'immeuble, le gestionnaire de l'actif, et non pas comment il va le remplacer, ou en tout cas croire qu'une application va créer du lien entre les occupants et que c'est débrouillons entre eux. Ça, alors pour le coup, je suis plutôt convaincu que ça n'arrivera jamais. Et je suis assez d'accord, on a nous aussi, et collectivement, tous ensemble, testé beaucoup de choses. Je pense que le constat qu'on peut en tirer globalement, c'est qu'il y a un usage, et il y a une attente. Par contre, l'usage n'est pas aussi massif que ce qu'on pensait.
Donc la question maintenant, c'est finalement comment on va mettre des outils qui vont, je répète, augmenter nos collaboratrices et nos collaborateurs pour qu'eux rendent un meilleur service aux occupants. Et donc moi, je crois beaucoup au digital qui va libérer du temps à nos collaboratrices et nos collaborateurs pour qu'ils aillent au-devant des attentes des usagers, plus qu'au fait qu'on apporte des télécommandes magiques qui vont faire fonctionner l'immeuble tout seul. Mais est-ce que quand même, dans votre bouquet de solutions, vous avez des choses qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui donnent satisfaction et qui peut-être apportent des solutions à des problèmes ? Alors, bien évidemment, si je suis là, c'est pas pour venir dire du mal du digital, parce que je répète, là, pour le coup, je suis un fervent convaincu du fait qu'il va nous aider. Et notamment, Anne-Sophie Grave parlait tout à l'heure notamment d'harmonisation des pratiques. Vous avez dans un immeuble aujourd'hui un nombre d'intervenants qui est incroyable. Oui. Il y a effectivement le bailleur typique qui est en charge de la responsabilité d'ensemble. C'est lui qui est engagé au résultat de l'expérience que vont vivre les gens dans le bâtiment. Mais on va avoir des ascensoristes, des électriciens, des chauffagistes, des gens qui viennent pour s'occuper de l'eau, etc., etc. Et donc, c'est vrai la première chose, c'est qu'on a besoin de se parler. Donc, on a besoin d'avoir des outils, et c'est là, je pense que le digital va beaucoup nous aider. Nous, notamment, on utilise beaucoup une plateforme qui s'appelle Intent Technology pour forcer le partage de l'information. Et alors, ensuite, la question de fond, c'est une fois que cette information est partagée, une fois qu'on a mis en place des standards qui permettent de partager cette data, comment, nous, on va l'utiliser pour finalement faire quelque chose avec qui va permettre d'augmenter, d'améliorer l'expérience de vie dans le bâtiment. Très bien, merci beaucoup. On y reviendra. Norbert Fanchon, voilà, vous êtes à distance, vous êtes avec nous. Vous êtes président du directoire du groupe Gambetta, un groupe au positionnement particulier dans le secteur du logement social. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Bonjour à tous. Nous sommes une coopérative. On est présent dans 6 régions, 9 agences, 150 collaborateurs. On produit 1200 logements en accession par an et on a un patrimoine de 5000 logements. Donc, dans la particularité que vous évoquez, on est avant tout un promoteur de l'accession à la propriété et le métier de bailleur est notre deuxième métier. Très bien. Est-ce que, en tant que promoteur social, entre guillemets, quels sont, selon vous, les enjeux liés au digital dans cette chaîne de valeur de l'accession abordable ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Qu'est-ce que vous avez déjà peut-être mis en place ? Je me permets de rebondir. Moi, je me définis comme un promoteur coopératif, plus qu'un promoteur social, mais c'est mon appartenance à la Fédération des coopératives qui me fait vous corriger. Très bien. Dans cette chaîne de valeur de l'accession à la propriété, donc nous, on est dans le logement neuf. Pas du tout dans ce que je vais vous dire dans l'entretien, et je crois que ça a été superbement présenté avant. Il y a des choses qui ont déjà muté grâce au digital, et puis il y en a d'autres qui devraient venir. Donc cette chaîne de valeur, elle va de l'identification du foncier jusqu'à la suivi de la livraison des clients. L'identification du foncier, c'est quelque chose qui a muté relativement rapidement par le digital. Il y a beaucoup de solutions. La plus connue me semble être Quel Foncier. Et ça revient à ce que disait l'intervenant précédent, c'est qu'on a gagné énormément en efficacité et en réactivité de nos collaborateurs. On a parlé beaucoup de tout ce qui était du client. Pour l'accession à la propriété, la commercialisation a été totalement transformée par le digital, notamment l'identification des prospects et toute la partie personnalisation du logement qui maintenant se fait la plupart du temps en ligne. Et puis le dernier axe, c'est la livraison, où là, on fait des états des lieux sur tablette, ce qui se fait aussi dans la remise des clés quand on est en logement social. Dans le reste de la chaîne de valeur, il y a encore 3 chaînons qui n'ont pas muté. Et le premier d'entre eux, c'est le deuxième après l'identification des prospects, c'est l'obtention des permis de construire. Aujourd'hui, les permis de construire, on est encore dans une phase papier et pas forcément tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Karine. Moi, je pense qu'on est encore dans l'émotion et pas dans le rationnel. Et ce que j'attends du digital, c'est qu'on amène du rationnel à la décision. Aujourd'hui, quand un élu programme son urbanisation, la construction de logements, il va être dans ce que disait monsieur le maire de Villeurbanne, dans la concertation, dans les réunions de quartier. Donc, il va être dans du ressenti, parce que ce sont des élus de terrain qui font effectivement cette concertation, qui vont dans les marchés. On n'est pas dans le rationnel. Le rationnel, c'est de dire, j'ai des infrastructures,
des routes, des réseaux, et je dois rentabiliser ces infrastructures. J'ai de la transition écologique à faire, c'est un de mes objectifs. Et donc, ma construction de logements neufs va participer à cette transition écologique. C'est une démarche un peu anglo-saxonne, donc à l'inverse de notre démarche latine. Et donc, moi, je pense que ce sera le dernier chaînon qui va évoluer, mais c'est presque le principal. Le deuxième chaînon, c'est la relation client. Les intervenants précédents l'ont évoqué, la notion de proximité. Quand on est en vente en état futur d'achèvement, un système très français, le client il réserve et il est livré 18 à 24 mois après. Donc, comment on garde le lien avec ce client, qu'on ne voit plus d'ailleurs, mais comment on garde le lien. Donc, même sujet de proximité qu'évoqué préalablement. Et puis, le gros dossier, celui qui arrive, je pense, le plus vite, c'est l'acte de construire, qui aujourd'hui n'est pas du tout digitalisé. On a fait des énormes progrès sur la pénibilité du travail, sur la protection des ouvriers. Demain, c'est l'impression 3D. Et l'impression 3D qui va révolutionner absolument toute notre chaîne de valeur parce que ça ne sera pas le même coût, ça ne sera pas le même délai. Quand je vous parlais de 18 à 24 mois, on va gagner beaucoup de mois. Et puis, ça ne sera pas les mêmes compétences nécessaires et utiles. Donc, bien évidemment, dans les entreprises de bâtiments qui vont être transformées, mais aussi pour nous, Anne-Sophie parlait du BIM, nos collaborateurs, ils vont devoir gérer des chantiers imprimés en 3D. Ça ne sera pas du tout le même métier ni les mêmes compétences. Et vous vous y préparez à ces trois chaînons, à ces évolutions? Vous vous y préparez? Vous provoquez un petit peu l'évolution? Le premier, j'aimerais bien, mais il dépend surtout des collectivités locales. Et quand on voit le retard, je ne trahis pas un secret, le retard des collectivités locales en termes de numérisation et digitale, il y a beaucoup de pas à franchir. Sur la proximité avec les clients, on y travaille. C'est les extranets qui ont été évoqués au préalable. C'est garder du lien, faire de la personnalisation, des solutions comme Shoyu qui permettent de faire des travaux modificatifs, de choisir ses carrelages. Sur le troisième élément, nous, on est un petit opérateur. Hein, donc, l'impression 3D, c'est ce qui va transformer d'abord le bâtiment. Et c'est plutôt à eux de s'y préparer. Et nous, je pense qu'on sera suiveurs. La problématique que l'on a, c'est les innovations, à quoi elles servent. Si elles servent à se faire plaisir aux dirigeants ou au cadre, au DSI ou au directeur de la transition dans l'entreprise, ça ne sert pas à grand-chose. La digitalisation, la transformation doit servir avant tout le client. Et aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le BIM, en accession à la propriété, ça ne servait pas vraiment le client. Ça augmentait plutôt le prix de revient et donc ça a desservi le client. Donc, la transformation digitale, elle doit amener plus de services ou coûter moins cher pour que le client final ait un bénéfice à cette transformation. Très bien, merci Norbert Fanchon. Restez avec nous, hein. J'aimerais qu'on aborde maintenant les impacts de ces évolutions digitales sur les organisations et sur les compétences des collaborateurs. François Degardin, vous gérez des actifs très variés, du tertiaire, des espaces de coworking. Quelle tendance vous observez en termes d'évolution des métiers de gestion de site ? Alors c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Je pense que l'idée pour nous, c'est bien évidemment d'avoir des opérateurs humains dans les bâtiments qui, eux, par contre, soient augmentés par l'usage d'un certain nombre de solutions. Alors, ces solutions, ça va être des portes connectées qui vont s'ouvrir automatiquement et qui vont permettre que la personne qu'elle accueille, son boulot, ce ne soit pas juste d'appuyer sur un bouton d'ouvrir une porte, mais plutôt d'aller au-devant des attentes des usagers et puis essayer de trouver des solutions et d'être vraiment en service, en accueil augmenté des gens, plus qu'une fois encore par des applications smartphones qu'on déploierait de manière massive un peu partout. Et donc, le sujet pour nous aujourd'hui, c'est bien d'identifier les usages qui vont avoir un intérêt à être digitalisés. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet compliqué parce qu'aujourd'hui, on a peu d'études qui ramènent cet usage-là. Donc nous, typique, aujourd'hui, on travaille avec l'Université de Montpellier sur un projet qui s'appelle HUT, où on a mis gratuitement
gratuitement un certain nombre d'étudiants dans des logements hyper connectés, dans une de nos filiales qui s'appelle Studéa, qui fait de la résidence étudiante. Et là, on est en train d'essayer de capter un peu tout un tas d'usages pour concrètement, sur des données réelles, des données travaillées avec des docteurs, se demander finalement quels sont les usages qui ont un vrai intérêt et qui apportent une valeur ajoutée. Et je répète, aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit, mais il y a peu de travail qui a été fait, on va dire, en profondeur. Donc, de mon point de vue, on a encore besoin d'apprendre, on a encore besoin d'obtenir de l'information pour aller dans les bonnes directions. Et alors, quelles sont les compétences dont on va avoir besoin demain? Comment est-ce qu'on va les sourcer, les recruter, les former? Honnêtement, pour moi, elles n'ont rien d'atypique à l'immobilier. C'est le même sujet qu'on trouve dans tous les grands segments d'activité. On a besoin de data scientists, on a besoin de développeurs, on a besoin de ce qu'on appelle du UX-designer, c'est-à-dire de gens qui vont dans le design des applications être capables d'aller vite dans l'usage, parce que les gens veulent aller vite. Et je pense que là où la révolution, elle se fait plus, c'est dans la manière d'encadrer ces collaborateurs-là. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'hyperflexibilité, les gens veulent être très libres, et donc sur ces populations-là, il y a une grosse demande sur le marché, et finalement, vous avez tout un tas de collaborateurs qui veulent même plus être en CDI. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aller travailler dans un projet dans lequel ils croient, dans lequel il y a une raison d'être. Et donc, si le projet les intéresse pas, ils disent c'est pas grave, la boîte d'à côté va me proposer un projet tout aussi intéressant, donc je m'en vais. Et donc nous, qui sommes des grandes institutions, la question de fond finalement, c'est comment d'un point de vue managérial, on va se mettre en capacité d'aller chercher les bonnes ressources au bon moment pour faire des projets qui ont du sens. Alors on a un avantage, c'est que je pense que tous autant qu'on est des gens qui en réalité avons la culture du mode projet ancré dans ce qu'on fait. Quand on fait un programme en promotion immobilière, c'est une équipe projet qui se construit pour un temps donné et qui va se réinventer sur le projet suivant. Et cette manière de piloter nos projets et nos équipes, on la redéploie vis-à-vis de ces populations-là qu'on appelle les digital natives. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le terme digital est très très large et on devient tous un peu digital, qu'on le veuille ou pas. Stéphane Dauphin, dans le contexte de Paris Habitat, comment est-ce qu'on réussit à mobiliser les équipes dans la transformation digitale et dans la mutation des compétences? D'une manière générale, évidemment, la transformation digitale, elle ne touche pas l'ensemble de nos collaborateurs de la même manière. On a 120 métiers différents. J'ai aussi bien des peintres, des électriciens, que des gardiens d'immeubles, que des juristes. Et évidemment, tout le monde n'a pas le même intérêt ou au-delà même de l'appétence à pouvoir avoir des outils digitaux qui vont l'accompagner dans son métier. Il y a des fonctions, et c'est évident, ça a été dit, qui vont amener beaucoup de positifs au quotidien, en ce qui vont faciliter la vie des salariés. Ils peuvent éviter des tâches répétitives, faire que l'intelligence artificielle, les systèmes d'information en traitent d'autres plus rapidement. Et puis il y a aussi beaucoup de métiers en proximité où le digital, là, il vient en soutien de ce qui est fait au quotidien. Et malgré tout, quand on déploie ces outils, et Cédric Van Stevendel l'évoquait, derrière, on est aussi sur des sujets majeurs dans nos organisations d'accompagnement au changement, parce que malgré tout, c'est des changements. Et au-delà de la diversité des métiers, il y a aussi de la diversité des générations dans nos structures. Et un gardien d'immeuble qui a 25 ans et un qui a 30 ans de plus que lui, ils n'auront pas forcément la même appétence et la même envie de s'emparer de ces outils-là. Et d'autant plus que beaucoup de métiers sont basés essentiellement sur de la relation humaine, de la remontée d'informations. Donc c'est toujours des sujets complexes et parmi les éléments qui font que ce projet finalement est une réussite au bout, ça a aussi été évoqué, c'est la façon dont les utilisateurs, mais ça vaut aussi bien pour les locataires, quels que soient nos locataires, d'ailleurs un locataire commerçant comme un locataire d'un logement, il participe lui-même ou via ses représentants finalement à l'expression des besoins, à la façon dont nous on peut les traduire. Et c'est pareil, là aujourd'hui sur nos gardiens, on est en train de changer leurs outils, un peu par la force des choses au regard du contexte, mais les applications sur leurs solutions mobiles, en complément d'une solution fixe, sont aujourd'hui testées, construites avec eux. Et je pense qu'on apprend aussi de nos erreurs et des choses qui avaient été faites différemment il y a quelques années à Paris Habitat.
Merci. Karine Julien, même question pour vous. Chez Polylogie, quelle implication du digital pour le projet d'entreprise, pour emmener les gens, pour former, pour trouver les compétences, pour les garder? Alors, dans notre projet d'entreprise, c'est vrai qu'on a commencé il y a maintenant 3 ans. Notre objectif, c'était vraiment de nous transformer. Et le digital, c'est un moyen de se transformer. Dans nos différents axes, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder donc toujours tourner autour de nos clients, comment on pouvait améliorer cette relation client et la rapidité des réponses qu'on pouvait apporter aux uns et aux autres. Aujourd'hui, on a une partie de ce qu'on fait qu'on gère en interne, et puis une partie de ce qu'on fait qu'on travaille avec des différentes sociétés, notamment des startups. Aujourd'hui, on a traité pas mal de clients, c'est-à-dire on a fait beaucoup de choses sur le client particulier, qu'il soit locataire ou accédant. Par exemple, on fait des visites virtuelles. Ça a l'air de rien, mais quand on a beaucoup de transport, ça fait gagner beaucoup de temps, surtout aujourd'hui où on évite justement ces déplacements. On fait des choses, par exemple, techniques comme le démoussage avec des drones. Alors, ça a l'air un peu rigolo comme ça, mais ça peut vraiment, dans certains cas, être très utile. Donc, en fait, on essaie vraiment de regarder à chaque problématique quelle est la solution qu'on peut apporter pour pouvoir aller plus vite. Donc ça, c'est par rapport aux clients. Donc effectivement, les extranets, parce que les extranets d'il y a 5 ans ne sont plus tellement adaptés aux problématiques d'aujourd'hui. Et puis, surtout, ce qui est les collaborateurs. En fonction des collaborateurs, ça peut être plus ou moins rapide. Justement, le fait de s'adapter à ces outils. Et ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. Ce n'est pas quelqu'un qui a 50 ans qui va avoir du mal. Il y en a certains qui sont hyper rapides parce qu'ils se rendent très vite compte que le digital peut être une vraie réponse à leurs problématiques et leur faire gagner du temps et pouvoir faire autre chose. Et puis, on a des plus jeunes qui ont un peu mal quand même à bouger sur certains sujets. Et ceux-là, c'est plus compliqué. Y a le côté... je pense, digital, en tout cas en ce qui concerne les collaborateurs, il y a un vrai sujet d'accompagnement derrière, d'accompagnement au changement. Et encore plus aujourd'hui où on est dans une situation au niveau de l'environnement qui est très stressante, qui est pour les collaborateurs très compliquée. Le télétravail, tout le monde s'y est mis du jour au lendemain, mais c'est vrai que pour certains, ça a été compliqué. Et ce côté accompagnement, c'est extrêmement important. On fait, nous, beaucoup de choses, effectivement, avec les startups, parce que je trouve que ce sont très agiles, ils ont plein d'idées, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Ils nous génèrent finalement, ils nous montrent quelque part des réponses à des besoins, des questions auxquelles on ne s'était pas posé et qui peuvent être un vrai atout pour tout le monde, pour le collaborateur, pour finalement faciliter ses missions et puis aussi pour nos différents clients. Merci. Avant de continuer sur ce sujet des startups qui nous intéresse évidemment beaucoup ici à Digital Habitat, un mot de Norbert Fanchon pour vous poser aussi la question à vous, de savoir comment est-ce que vous emmenez vos équipes, comment vous emmenez votre stratégie d'entreprise vers ces évolutions digitales. Je pense qu'il y a plusieurs strates de réponse à votre question. La première qui ne nous concerne pas directement, c'est que les collaborateurs s'emparent des outils. Quand on leur met à disposition des idées de start-up ou des applications de start-up, c'est qu'est-ce qu'ils en font. Et je vous parlais tout à l'heure de l'identification foncière, qui est la base du métier de promoteur, c'est sur quel terrain on peut construire combien de logements. Avant ces solutions digitales, il fallait avoir le cadastre, savoir lire un PLU et savoir dessiner. Depuis que Quel Foncier et d'autres sont intervenus sur le marché, la machine fait presque tout seul. Et le sujet, c'est comment, quand on a 100 contacts qui arrivent en 10 minutes par le logiciel, comment on trie les bons contacts et comment on va devant les clients. Et donc, ce que disait Karine est très juste, c'est que certaines personnes, et ça n'a rien à voir avec l'âge, trouvent que c'est génial et s'adaptent, et puis d'autres sont dans la résistance parce que ça remet fondamentalement en cause leurs compétences. Donc, à mon sens, mon rôle en tant que dirigeant, c'est de les accompagner, mais de les accompagner à un niveau au-dessus, qui est effectivement la transformation de l'entreprise. Anne-Sophie Grave l'a très bien dit, déjà démontrer que le but, c'est d'essayer. Et on a le droit de pas réussir, à condition de savoir pourquoi on n'a pas réussi et de corriger, bien évidemment. Donc, pas toujours être dans l'échec, mais essayer.
ce qui perturbe pas mal de référentiels chez les managers et chez les managers intermédiaires qui sont, je pense, la strate dans nos entreprises qui souffre le plus de toute transformation, mais encore plus sur la transformation digitale, parce que ça vient à la fois percuter leurs collaborateurs et aussi leurs supérieurs. Et donc, de mon côté, on fait des plans stratégiques, ce qu'on ne faisait pas avant. On les fait effectivement en mode collaboratif, rien de très nouveau. Je ne partage pas forcément l'idée de M. Desgardins qui est de dire en promotion, ce n'est pas grave, on est en mode projet. Donc, comme on est en mode projet en promotion, faire du digital, ça se duplique très facilement. Bien au contraire, on parle bien du même mot projet, mais ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et ce que j'observe dans mon entreprise, donc je parle pour moi, mais j'aime me comparer et je pense que c'est à peu près pareil quand j'en parle avec mes collègues, c'est qu'on est des entreprises qui sont plutôt en forme de silos. C'est qu'un projet égale un programme immobilier et qu'on ne se parle pas à l'intérieur de ces silos. Chacun fait son boulot et le fait bien. Et quand on passe en mode digital, on fait exploser tout ça. On fait exploser tout ça parce qu'on est sur le partage des compétences, le partage des expertises. Ça, je suis d'accord avec ce que disait M. Desgardins. Derrière, ce n'est pas du tout la même entreprise. Mais les entreprises de promotion étaient plutôt des entreprises super pyramidales. Et là, il faut exploser les organisations. Et la première personne qui est impactée par ça, c'est le directeur du système d'information. Et qui était avant un super technicien et qui maintenant doit devenir un super chef de projet. Encore si j'illustre, parce que nous, on a connu, il avait fait notre ancien DSI a fait un super choix, c'est qu'il a choisi une architecture qui convenait à l'entreprise. Je vous l'ai dit, 9 agences, 6 régions, donc on est une entreprise éclatée, avec des grandes distances, et donc il avait fait une architecture pour pouvoir prendre la main sur les ordinateurs des uns et des autres. Bon. Tant qu'on n'avait pas le Covid, c'était plutôt lourd. Le 16 mars à midi, j'avais 100% de mes collaborateurs qui étaient en télétravail quand ils voulaient, comme ils voulaient. Ce qui était loin d'être le cas de la plupart des entreprises, et des entreprises beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus riches que la mienne. Donc, il avait fait un super choix d'architecture informatique, largement au-delà enfin, il a été visionnaire là-dessus. Par contre, il s'est planté sur un truc, c'est sur le logiciel métier. Le logiciel métier promotion, il avait voulu, en concertation avec les dirigeants de l'époque, le faire nous-mêmes. Parce que ça allait répondre, ça allait être fit par rapport à nos besoins. Notamment dans nos métiers, on fait des choses que ne font pas les autres. On fait du PSLA ou maintenant on fait du BRS. Et donc, il était dans on va faire un logiciel sur mesure. OK. Donc, il y avait ça aussi une dimension plaisir parce que ça lui plaisait. Et au-delà de la complexité qu'on a eu à le mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on avait quelque chose qui était du sur-mesure, du temps, de l'argent que ça nous a coûté. Aujourd'hui, c'est une erreur que l'on a faite parce que ce que disait Karine, c'est qu'il y a plein de solutions aujourd'hui qui arrivent par des startups, par des choses qui doivent venir se plugger, excusez-moi de ce terme-là, mais c'est celui visiblement qu'on utilise, se plugger sur le logiciel métier. Quand vous avez un logiciel du marché, bon, en général, les startups font que le plug il se fasse bien. En tout cas, c'est l'éditeur qui se charge de le faire. Quand vous avez, comme nous, une solution maison, c'est très, très compliqué de faire se parler mon système d'information avec tout ce qui se passe à côté. Et donc, on voit qu'on est en train de prendre du retard parce qu'on n'arrive pas à aborder, à absorber ces solutions qui foisonnent de partout sur le marché. Donc, on a changé le logiciel locatif cette année, donc on va se laisser du temps et on va attaquer la promotion dans les mois et dans les années à venir. Mais la première personne impactée par cette transformation digitale, en dehors du dirigeant, c'est le DSI, qui doit changer totalement de vision, qui n'est plus un technicien, mais qui est un super chef de projet. Faut-il encore... Moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Faut-il, une fois que si lui l'a pas compris, lui expliquer qu'il faut qu'il change de façon de faire, et ça peut percuter certaines certitudes qui sont malheureusement pas forcément acceptables par tous.
Très bien, merci Monsieur Fanchon. Restez aussi avec nous encore quelques minutes. Dans un instant, on va prendre des questions qui nous arrivent des personnes qui nous regardent et qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Stéphane Dauphin, pour terminer sur les startups, est-ce qu'à Paris Habitat, vous avez aussi une oreille ouverte, une vision comme ça, une veille, et puis est-ce que vous êtes accessible aux propositions et est-ce que vous avez des retours d'expérience intéressants? Évidemment, on est ouvert et je pense que ça au monde des startups, au monde de l'innovation, et je pense que ça fait partie de nos missions aussi comme grand opérateur public de pouvoir accompagner. Je citerai quelques exemples. Tout à l'heure, Cédric Van Sivendel évoquait le cas du chatbot. Et bien en fait, la startup qui a mis en place ce chatbot, elle a été créée par un ancien salarié de Paris Habitat qu'on a poussé via de l'entrepreneuriat, qui avait pris un temps de disponibilité. Donc on est un cube finalement et on pousse nos logiques d'entrepreneuriat, comme on accueille aussi des entreprises à leur départ qui sont aujourd'hui plus des startups. Quand on pense au Yes Park ou au Zen Park, qui ont aussi débuté à Paris, aujourd'hui c'est des structures qui ont pris leur envol. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, vous parlez du chatbot, la personne qui a conçu, qui a développé ça, c'est quelqu'un qui venait de ce secteur-là. Ah bah elle était même en dispo de Paris Habitat, oui. Elle a commencé à réfléchir à son projet en intrapreneuriat, le secteur, poussé par l'entreprise, et aujourd'hui il a pris son envol, il a créé son entreprise, il se développe, on le rencontre sur les salons. Moi je suis très fier que aussi des collaborateurs puissent se lancer dans des projets d'innovation. Et puis un autre exemple, aujourd'hui on est en train d'accompagner très fortement, puisque ça rejoint en plus des politiques publiques de la ville, mais nous aussi ce qu'on souhaite mettre en avant en termes de mobilité. À Paris, le vélo les déplacements en vélo prennent un essor formidable. J'ai moi-même dans la structure embauché quelqu'un qui travaille sur ces questions de mobilité vers les salariés, vers les locataires, dans nos projets également patrimoniaux. Et là, on a commencé à travailler avec une start-up qui s'appelle 12.5, à qui on remet contre location des places de stationnement et qui elle-même les met en location à l'extérieur. Donc voilà, je pense que c'est dans notre ADN, et puis on a un intérêt partagé à pouvoir faire émerger ces startups qui nous bousculent aussi un peu, qui amènent des nouvelles solutions. Et autant vous dire, par exemple, sur le chatbot, personne n'y avait pensé avant que ce collaborateur pousse ce sujet, nous éveille à ce sujet. Donc il y a aussi des belles réussites autour de ces startups qu'on accompagne directement ou indirectement. Karine Julien, vous avez des success stories aussi à nous dire? Ça fonctionne? Je parlais tout à l'heure de Sowell, donc effectivement on l'a testé sur à peu près 2000 logements au départ, et ensuite comme les collaborateurs ne voulaient plus le garder, effectivement, ne voulaient pas troquer leur téléphone portable contre leur calepin et leur stylo. Donc ça maintenant on l'a vraiment partout sur tout le patrimoine. Nous on travaille aussi beaucoup par exemple avec Omiwu, qui est une structure qui travaille sur les prix, vente, location. Donc ça nous aide beaucoup, et dans la location et dans les ventes, puisqu'on fait de la vente aux accédants tous les ans. Et on a d'autres structures. Yes Park, effectivement, nous, on a bien diminué notre vacances parking grâce à Yes Park. Et puis Coquelicot, par exemple, qui est une structure qui travaille sur tout ce qui est plutôt, là, on est sur les économies d'énergie, puisque ça fait partie des grands changements qu'on va avoir, nous, en tant que bailleurs, toute cette gestion de l'économie d'énergie avec l'ARE 2020, les DPE, etc. Et ça a l'air de rien, mais l'individualisation des frais de chauffage, c'est un vrai sujet. Et quand on peut avoir des structures qui nous aident sur ça, en étant réactifs avec des bonnes idées, on est preneur. Voilà. François Degardin, même question. Vous avez comme ça l'oreille attentive aux solutions innovantes? On livre aujourd'hui avec nos logements neufs une application qui s'appelle Eugénie, qui permet effectivement aux futurs preneurs d'avoir tout un tas de services embarqués digitaux autour de leur habitat. On a effectivement beaucoup travaillé avec Intent Technologies. On travaille maintenant à l'échelle de la ville, où on commence à aller faire de la Smart City avec une société qui est partenaire de l'événement qui s'appelle Bionatics. Je pourrais continuer la liste comme ça. Elle est assez longue, puisqu'on a une cinquantaine d'initiatives diverses et variées. Je pense, juste pour conclure quand même, et je vais rejoindre un certain nombre de choses qui ont été dites. La culture de l'immobilier, il faut comprendre qu'au départ, c'est quand même un peu une culture du secret. C'est-à-dire que les gens, naturellement, ne partagent pas leur information, parce que cette information, ils sont convaincus qu'elle a une valeur et qu'elle a une monétisation. Et par ailleurs, l'ensemble du marché se dit, parce qu'il connaît Amazon et Google, qu'en fait, toute la data vaut de l'argent. Et en fait, c'est une erreur. C'est-à-dire que globalement, nous, aujourd'hui, un de nos chantiers à nous, collectivement, c'est
c'est qu'on rentre dans un monde qu'est l'économie du partage et que la vraie question de fond, c'est comment on va créer des standards qui vont nous permettre facilement d'échanger les informations qu'on détient les uns et les autres, parce que, in fine, c'est comme ça qu'on rendra un meilleur service aux gens. Et donc ça, c'est vraiment un de nos combats. C'est comment on va forcer tous les opérateurs, nous compris, à plus partager nos informations, à le faire en temps réel pour que tous, autant qu'on est chacun dans nos métiers, on soit un peu meilleur demain qu'aujourd'hui. Ça commence par le cadastre, on parlait du permis de construire, là c'est une évidence, je pense qu'il y a un énorme sujet sur lequel nous en tout cas on a tout à fait envie de se mettre autour de table et de discuter, pas pour Nexity, mais pour globalement la chaîne de l'immobilier en France, comment on va aller plus vite tous ensemble, ça c'est un sujet absolument majeur. Et puis au-delà de ça, dans la vie du bâtiment, dans son exécution, comment avec beaucoup de grands opérateurs qu'on connaît tous, Engie, EDF, Enedis, Veolia, Suez, etc. Comment tous ces gens-là, on va partager l'information qu'on détient un peu tous dans notre coin pour le bien commun. Donc ça, c'est un gros enjeu dans les années à venir. Je vois Norbert Fanchon sur l'écran de retour là, qui acquiesce et qui a le sourire quand vous parlez de permis de construire. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, Norbert Fanchon. Voilà, on ne va peut-être pas y revenir, mais voilà, ça finira par avancer. Tout finit par avancer. Allez, il nous reste quelques minutes pour prendre plein de questions qui nous sont arrivées. Alors là, on part un petit peu dans tous les sens, mais vous allez pouvoir y répondre. Il y a aussi des réflexions. Karim nous dit, alors c'est dommage que Cédric Van Stevendel soit plus là, mais il nous dit proximité augmentée. C'était un mot que Cédric Van Stevendel avait prononcé. Proximité augmentée. J'aime beaucoup cette notion que je ne connaissais pas, qui met en valeur la plus-value du digital. La proximité augmentée, c'est joli. Hélène nous dit, voilà probablement la plus belle façon de penser la relation au client, la symétrie des attentions, en partant d'abord des attentions portées à nos équipes. Et Marianne peut-être la rejoint en disant la formation des collaborateurs est également essentielle. On n'a peut-être pas assez de parler de formation interne. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur ce qui s'est passé chez lui à Paris Habitat, à Polylogie? Karine Julien? Dans notre projet d'entreprise, on a créé, nous, une école interne. D'accord. Et l'objectif, c'est que ce soit les collaborateurs qui forment les autres collaborateurs sur tous les outils qu'on met en place. Alors les outils métiers plus anciens et les nouveaux métiers. Et c'est vraiment une façon de pouvoir mettre en valeur les collaborateurs d'abord, ceux qui sont investis, qui ont fait effectivement l'effort de s'adapter à des nouveaux outils. Et puis c'est aussi pour nous extrêmement important parce que ça permet de ne pas perdre les connaissances qu'on a des outils. Parce que quand on n'a pas ces formations internes, quand quelqu'un s'en va et qu'il est remplacé par un autre collaborateur et qu'il est formé à l'oral par quelqu'un, il y a toujours une petite partie de l'outil qu'on perd. Puis au fur et à mesure du temps, on a perdu une grosse partie de la connaissance de l'outil. Et en faisant cette école de formation interne, ça nous permet vraiment de faire une formation continue des collaborateurs et de pouvoir continuer à connaître et à utiliser correctement tous ces outils digitaux. On nous dit que toutes les solutions nécessitent une politique d'acculturation des équipes au digital. Une fois intégré, le digital rend la valeur ajoutée humaine plus forte. Est-ce que vous rencontrez des freins à cette acculturation ? Stéphane Dauphin. On a évoqué tout à l'heure effectivement un certain nombre de freins dans les équipes, mais moi je voudrais quand même finalement rappeler que le digital, il offre évidemment de belles solutions dans l'évolution de nos métiers, de nos pratiques, des services qu'on peut rendre, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on reste des organisations très vulnérables. À la fois, on a des locataires qui aujourd'hui subissent de plein fouet la crise, encore plus à Paris. Donc ces publics, on les accompagne spécifiquement, mais pas à travers une appli ou un site. C'est des gens qui sont reçus, qui sont accompagnés, qui sont conseillés. Et puis la deuxième vulnérabilité, et à Paris Habitat, on l'a vécu fin octobre, c'est que tous ces outils digitaux dans l'ensemble de nos métiers, ça nous rend aussi très vulnérables aux cyberattaques. Et on en a subi une fin octobre. Je pense que ça rend très humble aussi par rapport au digital. Ça rappelle que les hackers, ils seront toujours plus forts que nous. Et ce qu'on peut éviter aujourd'hui, ils sont déjà en train de réfléchir comment ils essaieront d'attaquer nos systèmes dans 2-3 ans. Et la vulnérabilité, finalement, elle renvoie aussi quelquefois aux fondamentaux. C'est-à-dire que dans cette période, on a ressorti des crayons, on a ressorti des papiers. Moi, j'ai fait des chèques pour payer des fournisseurs. Mais finalement, ça permet aussi de se dire que la digitalisation, et quand on revient au crayon papier, finalement, on se rend compte que finalement, ça nous fait gagner beaucoup de temps dans nos métiers.
On en parlera de cette cyberattaque tout à l'heure, cet après-midi, dans une des tables rondes. Là, on parlera de la résilience des systèmes. Comment gagner en agilité dans des organisations hiérarchisées où la prise de décision nécessite parfois des délais longs? C'est vrai que vous êtes dans des entreprises qui sont importantes, avec une chaîne managériale, une chaîne de commandes, une organisation pyramidale, disait M. Fanchon tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à injecter un peu de fluidité, un peu de souplesse, un peu de réactivité nécessaire à ces nouveaux traitements? Karine Julien, personne ne veut répondre. Non, mais je crois que Anne-Sophie Grave en a parlé un peu tout à l'heure, en disant qu'effectivement, ça nécessitait aussi une évolution un peu des modes opératoires, parce que ça voulait dire que quand on donne de l'information, par exemple, via un client locataire, par exemple, ça veut dire que toute cette chaîne managériale, elle doit avoir évolué au préalable pour lui laisser la possibilité de s'exprimer sans se faire forcément taper sur les doigts parce qu'il n'a pas utilisé le mot qu'il fallait. Donc, d'une manière générale, je pense que tout ce qui est digital et la façon de travailler différemment, ça a forcément un impact sur le manager, quel qu'il soit. On parlait tout à l'heure des managers intermédiaires, et c'est vrai que c'est les premiers qui sont un peu au four et au moulin, entre l'enclume et le marteau. Aujourd'hui, manager intermédiaire, c'est un métier qui est compliqué, difficile, et je pense qu'effectivement, il y a toute une réflexion managériale pour pouvoir mettre les managers au centre de ces évolutions et des évolutions de l'organisation des sociétés dues au digital. Très bien. Une question un peu plus technique peut-être pour vous, Monsieur Degardin. Ça fait plusieurs fois que j'entends blockchain. Quelles en sont les implications concrètes dans le métier de bailleur social ? Je voudrais juste dire, nous, sur la partie formation, on s'est lancé en tout cas dans de l'académie digitale, et sur les échelons hiérarchiques, bien évidemment, on en supprime. On en supprime un maximum, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans ce nouveau monde, je crois quand même que tous les citoyens au sens large, y compris quand ils sont au travail, sont de plus en plus responsables et responsabilisés. Donc un de nos sujets aujourd'hui, c'est comment on les rend de plus en plus autonomes. Et de ce point de vue-là, le digital permet de prendre de l'autonomie. C'est-à-dire que le digital, ça me permet de renvoyer de l'information vers ma hiérarchie, donc d'être plus autonome aussi. Donc finalement, on passe d'un engagement de moyens à un engagement de résultats. On se commit sur un certain nombre d'objectifs qu'on a envie de construire ensemble. Et après, on laisse nos collaborateurs en faire ce qu'ils veulent. Ou en tout cas, en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les mener à bien comme ils pensent qu'ils doivent le faire. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment une responsabilisation de toute la chaîne. Sur la blockchain, grosso modo, on est dans l'idée qu'on a des techniques informatiques aujourd'hui qui vont permettre de partager de l'information, et cette information, au lieu de la stocker sur un serveur propriétaire, va être répartie sur plein d'ordinateurs, de telle sorte à ce qu'elle soit publique et qu'elle garantisse à l'ensemble des acteurs la véracité de l'information et du certificat qu'elle porte. Et donc notamment dans le monde de l'immobilier, sur tout un tas d'actes juridiques aujourd'hui qu'on va avoir à opérer, notamment des cessions ou des acquisitions, tout ce qui a trait à l'acte notarié, etc. La blockchain permet de gérer des registres de propriété, par exemple, qui seraient complètement partagés et complètement autonomes. Donc c'est vrai que cette technologie blockchain, elle est intéressante. On n'en est qu'au début, je pense, des usages, notamment parce qu'elle percute un certain nombre de professions, notamment juridiques. J'ai fait une intervention en disant que la blockchain, c'est un peu ce qui vient disrupter le contrat juridique tel qu'on le connaît historiquement. Et donc, là encore, il va falloir accompagner toute une transformation d'un corps social qui serait les juristes, que j'aime beaucoup, puisqu'on en a plein chez nous. Mais voilà, donc c'est là aussi une transformation qui n'en est qu'à son début, je pense. Une question sur les enjeux data. Quels sont les enjeux de data, d'échange de big data, de données aujourd'hui ? Pour moi, vraiment, j'insiste, c'est vraiment le format. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a réussi à imposer une norme européenne sur l'échange de données sur la facture, ce qui fait que votre facture, quel que soit l'endroit où vous êtes en Europe, quand vous la produisez, quel que soit le système d'information que vous avez utilisé, elle rentre dans des cases. Ces formats de données, si on n'arrive pas à imposer des standards à l'ensemble de la communauté, le risque, c'est que moi, je parle d'un carré et vous recevez un rond, et en fait, on ne se parlera jamais tous les deux parce qu'on n'aura jamais le bon format d'échange de données. Donc ça, il faut absolument qu'on arrive à définir des formats sur tout un tas de métiers pour qu'ensuite, tous, on puisse se partager cette information et la partager très vite et en temps réel. On me demande aussi quelles sont les ambitions à très court terme des acteurs au déploiement d'infrastructures numériques afin de rendre les bâtiments connectés et communicants.
On parlait tout à l'heure de réhabilitation, on parle de construction aussi. C'est un enjeu, ça, de rendre son bâtiment connecté et communicant. Stéphane Dauphin. Ça a été évoqué par beaucoup d'acteurs, hein, notamment avec des solutions offertes par une entreprise qui a été beaucoup citée, qui s'appelle Intern Technology. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de pouvoir monitorer l'ensemble de nos installations techniques, parce que évidemment, elles sont elles aussi soumises à des pannes, à des sujets de vulnérabilité. Et donc, il faut que l'information puisse remonter en temps réel, mais puisse être aussi contrôlée, hein, parce que nos associations de locataires, elles sont aussi demandeuses des taux de panne ou d'autres éléments pour objectiver des éventuels dysfonctionnements. Et derrière, les enjeux, c'est faire intervenir rapidement les opérations de maintenance, pouvoir informer les locataires. Et aujourd'hui, c'est une approche qui se développe à vitesse grand V dans notre secteur. Je suis administrateur d'une structure qui s'appelle la SBA, c'est la Smart Building Alliance, où se retrouvent beaucoup de partenaires publics et privés. Et on essaye de pousser justement ce dialogue entre nous pour définir un format alors qu'on appelle le R2S, vous m'excuserez, Ready to Service. Ouais. Et donc finalement, c'est un peu le cahier des charges de quand on construit un bâtiment, comment ce bâtiment, le constructeur, le promoteur et les partenaires qui ont amené le bâtiment vont avoir rempli un certain nombre de normes pour que le bâtiment soit avec le bon niveau de connectivité pour les futurs occupants. Et donc ce label Ready to Service qu'on pousse, hein, avec un certain nombre d'opérateurs, il s'est beaucoup d'abord propagé dans le tertiaire, parce que c'est peut-être un peu plus simple de le mettre en place dans les bureaux, mais il va commencer à se déployer aussi sur le résidentiel, puisque la norme R2S résidentielle est sortie là il y a quelques semaines, et la SBA va essayer d'aller évangéliser, on va dire, toute la profession autour de ce label, même si ça a un coût, parce que bien évidemment on rajoute de la technologie dans le bâtiment, et que là encore on percute un de nos autres enjeux majeurs, on en a un peu parlé, même si bien évidemment jamais assez, qui est l'empreinte carbone de nos bâtiments. Et donc on est dans cette injonction paradoxale où d'un côté on veut mettre de la connectivité et du digital, et en même temps tous on a conscience que sans doute que notre priorité à tous, numéro 1 avant toutes les autres, c'est quand même la décarbonation de ce qu'on produit. Et donc voilà, comment mettre du digital tout en restant frugal, j'ai envie de dire, en consommation carbone, ça c'est un de nos gros enjeux, mais on va y arriver, hein. Moi je ne doute pas qu'on va y arriver, on a déjà plein de pistes. C'est sur cette note positive qu'on va se séparer, avec quand même cette dernière réflexion de quelqu'un qui nous regarde, qui s'appelle Hélène, et qui nous dit, mais je pense qu'on sera tous d'accord, l'enjeu d'aujourd'hui porte bien sur la nécessité de ne laisser personne au bord de la route dans un développement fort du digital. Merci beaucoup à tous les trois, François Desgardins, Karine Julien, Stéphane Dauphin. Je vous laisse quitter notre plateau. Et pour conclure cette première conférence, allez-y, je vous en prie. J'invite David Mérigonde qui va nous rejoindre pour nous apporter un petit mot de conclusion. David Mérigonde est senior directeur chez Michael Page. Et il va conclure cette première conférence. Je rappelle que ce sont 5 conférences que nous proposons au total sur l'ensemble de cette première journée de Digital Habitat. Bonjour David Mérigonde, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Vous êtes senior directeur chez Michael Page et en quelques mots, quelques minutes, vous avez assisté évidemment à l'ensemble de nos échanges depuis la coulisse, mais vous pouvez, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter votre activité auprès des acteurs du logement social ? Bien évidemment. Donc, moi, j'interviens au sein du cabinet Michael Page. Je suis directeur de 2 divisions, la division immobilier construction et la division public et non-profit. Donc, on intervient, ça fait une dizaine d'années que j'interviens, un peu plus d'une dizaine d'années au sein du cabinet. Donc, on intervient sur du recrutement de cadres experts, cadres dirigeants, pour ce double secteur, et le logement social fait bien évidemment partie de mes activités du recrutement à destination de différentes typologies de structures. D'ailleurs, on l'a bien vu autour de la table, enfin autour du plateau ce matin, avec des réalités et des historiques assez différents. Donc ça va des ESH aux OPH, donc l'intégralité du secteur du logement social. Quelles sont les compétences clés des collaborateurs de demain ? On a parlé de digitalisation, d'évolution digitale. Il va falloir des gens, il va falloir des talents, des compétences. Il va falloir les recruter, les former, les conserver. Alors, justement, j'ai eu l'occasion d'être observateur ce matin de tous les échanges. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties pour répondre à votre question. La question c'est le projet d'entreprise qui dicte vers
où va le digital, ça c'est le premier point. Du digital sans humain, ça sert pas à grand chose, surtout que c'est le maître mot qui est revenu tout au long de la matinée, l'humain. On parle de logement social, ça tombe bien, puisqu'on touche quand même à un des enjeux majeurs de la population, qui est la question du logement. Et ça, faut pas le perdre de vue. Alors sur les compétences qui vont être attendues dans les recrutements dans le secteur du digital, c'est que le digital va infuser un peu toutes les directions qu'on va retrouver dans ces différents organismes. Mais la question et ces compétences, elles tournent autour d'un sens de la communication. On a évoqué la question de la culture projet. Cette culture projet, surtout dans des organisations qui ont peut-être un historique d'une culture très en silo. Là, j'ai plutôt pensé aux OPH et avec une culture plutôt public qui a tendance à évoluer. Enfin, la loi Elan aussi une vraie transformation de ces structures avec des rapprochements, des fusions, donc une nécessité à un moment donné au niveau des économies d'échelle de se poser sur ces logiques de culture de projet. Et le digital, il va infuser les RH, il va infuser la construction, les métiers liés au BIM management, très clairement. La data, c'est aussi utiliser la data, puisque c'est des producteurs et des détenteurs de data quand même relativement importants. Enfin, on peut faire le parallèle avec d'autres structures, par exemple publiques, qui ont connu des transformations digitales d'envergure. Je pense à la CPM, qui n'a pas forcément aussi une très bonne image, mais la CPM, la carte vitale, on a déjà oublié, mais ça a été une transformation digitale et numérique d'envergure. Et c'est vers tous ces métiers, toutes ces révolutions, à un moment donné, que le logement social doit se tourner. On va parler de compétences, on va plutôt parler de soft skills, finalement, aussi, qui est une terminologie qui revient beaucoup. C'est l'agilité, c'est la question de la communication. Et c'est cette relation client, relation usagée. Là aussi, ça dépend des cultures d'entreprise, plutôt tourné vers le privé, plutôt tourné vers le public au niveau du logement social, mais cette vraie logique de relation client, à un moment donné, dans les échanges, on parlait de proximité augmentée. Oui, c'est ça, c'est que le locataire, il a besoin d'informations, il est de plus en plus connecté, donc c'est les projets d'entreprise que les différents intervenants ont pu présenter. Comment est-ce que ça s'anticipe, ça, dans une politique RH? Quel est le conseil que vous donneriez pour ne pas se laisser dépasser, pour ne pas se laisser rattraper par l'actualité, par les usages? Je pense déjà pas aller trop vite, c'est-à-dire que le logement social évolue beaucoup et le point de départ, c'est ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire dupliquer des solutions qu'on peut trouver ailleurs qui vont pas forcément être les bonnes. Ça, c'est la pire des solutions. Donc vraiment, identifier ce que veulent les clients, ce que veulent aussi les organisations, et ça, c'est le point de départ. Le recrutement tel qu'on le fait, c'est aussi du conseil RH, c'est-à-dire plaquer dans des organisations, des métiers, si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en faire derrière, et si la vision n'est pas partagée, on revient à la question du partage de la vision. Enfin, on a des clients internes, on a des clients externes. Certains intervenants évoquaient la question du management de proximité. Il faut qu'ils appréhendent, il faut qu'ils puissent s'approprier ces solutions pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Très bien. Est-ce que les bailleurs sociaux font exception dans le paysage que vous connaissez? Il est très large chez Michael Page au niveau global. Est-ce que les bailleurs sociaux sont au bon niveau? Est-ce qu'ils sont un peu en dessous? Est-ce qu'ils sont déjà en avance? Cette culture client, elle existe et elle est très très forte. Après, je pense que les évolutions de ces dernières années, je reviens sur la loi Elan avec la fusion des organismes, où on arrive à des tailles critiques également, qui permettent de se projeter dans une vraie politique digitale, encore une fois, à l'échelle d'organismes. Et il y a une vraie évolution. Moi, ça fait plus de 15 ans, je parlais de 10 ans au sein du cabinet, mais plus de 15 ans, je fais du recrutement. Le logement social a souffert à un moment donné d'une image qui n'était pas forcément très, très positive. Aujourd'hui, c'est un environnement en pleine restructuration qui évolue et avec un objectif qui est une satisfaction client qui est dans l'ADN aujourd'hui de ces organisations. Donc ça, il n'y a pas de différence entre une entreprise privée, une entreprise publique ou une SEM ou une ESH, puisque là aussi on revient à des statuts juridiques un peu différents. Ouais, c'est un environnement qui
qui est très attachant et pour lequel on sent aussi une volonté de développement, ce qu'on ressent aussi dans les volontés de recruter des cadres de bon niveau et des réorganisations. Très bien. Merci beaucoup, David Mérigonde, pour prie. cette conclusion, ce petit chapeau de fin. Cette table ronde s'achève. Merci encore à tous nos participants pour leur disponibilité et la qualité de leurs échanges. Merci pour avoir pris le temps de répondre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Cette conférence sera disponible en rediffusion dans quelques instants. Suite de Digital Habitat à 11h précise avec la deuxième table ronde de la journée. Construction et exploitation. Quelles innovations pour développer et construire face aux nouveaux défis. Mais tout de suite, voici une vidéo qu'on vous a préparée. Les 32 partenaires organisateurs de Digital Habitat prennent la parole et expliquent en quelques mots quelle est leur vision du digital au service du logement social. A tout de suite, on se retrouve à 11h. La transformation digitale des bailleurs sociaux leur permet d'optimiser le recouvrement des créances. Aujourd'hui, c'est un secteur qui fait face à des enjeux de traçabilité des paiements et de lourdeur administrative qui engendrent des coûts très importants. Et de l'autre côté, on a des locataires qui veulent des procédures simples, rapides et adaptées à leur situation. Donc cette transformation digitale leur permet justement de réconcilier ces différents enjeux au service de la gestion de leur trésorerie. Bonjour à tous. Chez AOS, nous avons la conviction que le digital va aider l'ensemble des métiers de la construction. Notre plateforme a été pensée pour simplifier l'ensemble des processus d'un appel d'offres pour avoir une meilleure maîtrise des coûts de construction. Du lancement d'une opération, suivi des réponses jusqu'à l'analyse des offres, voire même la signature électronique des marchés. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous serons ravis de vous accueillir. À très bientôt. Chez Cellence, nous avons la conviction que la transformation digitale doit permettre d'améliorer votre relation client. Comment ? Tout simplement en la réhumanisant. L'industrialisation et l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée doit permettre à vos équipes de se concentrer sur le contact et la relation avec vos clients. Pour Inten Technologies, l'habitat social doit se transformer pour améliorer l'efficacité des services. Pour cela, il faut développer l'attractivité de leur patrimoine et l'agilité des équipes en centralisant et en partageant l'accès aux données. Cela permet d'agir concrètement sur la satisfaction client. Chez Coquelicot, nous avons la conviction que la transformation digitale doit permettre aux bailleurs sociaux de simplifier la répartition des frais de chauffage, en diminuant les ressources énergétiques, en diminuant l'empreinte carbone et en optimisant la satisfaction et le confort des locataires. L'intégration d'outils numériques permet aux bailleurs de retrouver une dimension humaine. L'instructeur s'émancipe des tâches administratives rébarbatives. Du peuplement subi, le bailleur passe au peuplement choisi. Aujourd'hui, la digitalisation doit permettre aux bailleurs sociaux d'avoir une approche collaborative entre leurs locataires, leurs agents, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Cette vision 360 de l'information sera partagée et fluide, notamment pour performer la mission d'intérêt général des bailleurs sociaux. Chez FICI, nous sommes convaincus que la transformation digitale doit permettre aux bailleurs sociaux de passer d'une gestion des logements à une gestion des locataires. Cela implique un suivi de la qualité à tous les niveaux et avec tout l'écosystème. Les locataires, les prestataires, l'équipe terrain, le siège, etc. La transformation digitale doit aussi accompagner les bailleurs sociaux dans leur croissance. Cela nécessite des solutions pour mieux vendre leur logement et offrir des prestations de services complémentaires. Chez OGA, nous avons la conviction que l'innovation digitale doit être simple, pratique et accessible à tous. Elle offre aux bailleurs sociaux la possibilité d'optimiser la performance énergétique de leur patrimoine en permettant tout aussi bien aux locataires qu'aux gestionnaires de maîtriser ces charges. Chez Sowell, nous pensons que le digital va permettre aux bailleurs sociaux de replacer des équipes de proximité au cœur de la relation locataire. Les bailleurs sociaux sont confrontés à un nombre croissant d'appels téléphoniques, tant des demandeurs de logement que des locataires. Chez Zion, nous avons la conviction que l'amélioration de la qualité de service passe par le digital. D'autant que les solutions qui s'appuient sur l'IA conversationnelle, les callbots, les chatbots, permettent de traiter 24 heures sur 24, sans délai d'attente, les réponses aux demandes les plus fréquentes. Le numérique permet d'apporter de la valeur ajoutée à tous, et ce à moindre coût. Informer, communiquer, sensibiliser sur les axes techniques, énergétiques et environnementaux, tout ceci est rendu possible grâce au numérique. Ceci permet un meilleur usage du logement et une maîtrise des consommations par une sensibilisation des occupants.
Chez Neovacom, nous avons la conviction que la transformation digitale va permettre aux bailleurs sociaux de recentrer leurs activités sur la qualité des relations humaines et une gestion durable du patrimoine. L'automatisation des processus va permettre aux bailleurs de s'affranchir des missions à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Les bailleurs sociaux sont de plus en plus des établissements de services, réalité les menant à approfondir toujours plus l'accompagnement de leurs locataires. Dans cette optique, il est important d'innover régulièrement afin d'offrir la meilleure expérience à ses locataires. La digitalisation progressive des processus métiers et des services aux locataires renforce les relations de proximité et l'accompagnement sur l'ensemble de leurs problématiques, que ce soit lors d'un déménagement ou dans la gestion de leur contrat du logement au quotidien. Avec l'équipe Smile, nous pensons que le bailleur apportera bien plus qu'un logement social, en se positionnant sur le sujet du mieux vivre ensemble, en améliorant sa fidélisation client et en travaillant en profondeur sur son offre de services. Chez Factor, nous avons la conviction que la transformation digitale doit permettre aux bailleurs sociaux de détecter les opportunités de création de logements en zone tendue, en accompagnant la rénovation énergétique de leur patrimoine. Tout cela en respectant la non-artificialisation des sols et la préservation de la biodiversité pour répondre aux enjeux de la transition environnementale portée par le gouvernement. Chez Bionatix, nous avons la conviction que la transformation digitale doit permettre aux bailleurs sociaux d'accélérer la numérisation de leur patrimoine, et ce, à l'échelle des territoires sur lesquels ils interviennent. Cette numérisation fournira une meilleure connaissance de leur patrimoine et permettra d'optimiser sa gestion technique pour en diminuer les coûts. Chez Loré, nous avons la conviction que la communication entre les services finances et patrimoine n'est pas toujours très fluide. Nous sommes convaincus que la mise en place de plateformes digitales de communication financière entre les services sera source d'optimisation et de performance. Les mutations du tissu des organismes HLM, c'est l'occasion de réinterroger les usages, les modes de faire et d'habiter. Le digital, c'est l'opportunité d'améliorer l'expérience client, d'offrir un logement abordable et de faciliter le travail des équipes. Chez Flatsy, nous proposons un outil de prise de rendez-vous et des agents de visite partout en France. Dans le but de digitaliser le parcours du candidat locataire ou accédant, renforcer la qualité de service et permettre de gagner en temps, en coût et surtout en sécurité. Chez Avis Locataire, nous avons la conviction que la transition digitale va révolutionner la relation des bailleurs sociaux avec leurs locataires et leurs prestataires, permettre aux bailleurs de piloter leur qualité de service et leurs interventions prestataires grâce à la numérisation des enquêtes de satisfaction, des communications et des contrôles sur site, de digitaliser la prise de rendez-vous avec leurs locataires pour fluidifier et tracer les échanges bailleurs-locataires. Chez Granit, nous avons la conviction que la transformation digitale va permettre aux bailleurs sociaux d'investir plus de temps sur le prédictif que sur le curatif dans la gestion technique de leur bâtiment. Chez T2I, nous avons la conviction que la transformation digitale doit permettre aux bailleurs sociaux d'assurer une amélioration continue de la satisfaction locataire, notamment par la maîtrise des délais de réponse en cas de réclamation, ou bien par la maîtrise des délais de paiement pour leurs fournisseurs, de maintenir une conformité réglementaire auprès des organismes de contrôle, par la mise à disposition du dossier d'instruction temporaire, pour justifier de l'attribution d'un logement, ou encore par la signature légale d'un bail. Pour moi, dans le monde HLM, le digital de demain sera un outil de lutte contre les agressions des collaborateurs. Bonjour à tous, Henri Noblanc, je suis un des deux cofondateurs de Homies. Pour nous, le monde social à l'aune du digital, c'est un monde qui utilise encore plus la donnée pour permettre d'optimiser les opérations de maintenance, de réduire les charges locatives et d'accompagner les locataires dans la réduction de leurs charges à eux. Chez Homies, on est spécialement focalisé sur les charges d'énergie. Et dans le monde de l'énergie, il y a de plus en plus de données. Alors on pense qu'on peut vous apporter beaucoup de valeur pour vous permettre d'améliorer le confort des locataires, de réduire leurs charges financières, et vous, d'optimiser vos opérations et leurs coûts. Chez Neteos, nous avons la conviction que la transformation digitale doit permettre aux bailleurs sociaux d'augmenter la qualité de traitement des dossiers d'attribution pour garantir l'accès au logement dans les meilleurs délais. C'est le bon candidat pour le bon logement. Pour Novamap, la digitalisation des processus métiers s'étend aujourd'hui à la maintenance immobilière. Elle favorise l'autonomie et la montée en compétences des équipes de terrain et elle redéfinit le rôle entre prestataires, le bailleur et les locataires.
Chez YesPark, nous avons la conviction que le métier du bailleur de demain reposera entièrement sur des outils digitaux, car ces outils digitaux permettront la bonne transmission d'informations entre le terrain, les agences et le siège, pour que, ensemble, ils puissent prendre les bonnes décisions. Alors chez USAI, nous avons la conviction que la transformation digitale doit vous permettre de simplifier et de fluidifier la gestion des logements sociaux, de réduire le temps passé sur de l'administratif pour vous concentrer sur les missions essentielles et d'améliorer considérablement la relation client et locataire en étant plus accessible, plus efficace et plus réactif.